Salut à tous et bienvenue pour le 214e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs et ce qui va nous intéresser. Salut Mousse, bonjour à tous. Eh ben écoute, ça va, comme un lundi soir. Il risque d'avoir des petits problèmes de connexion, vous voyez, hein, j'ai déjà disparu, mais je suis déjà revenu. Donc, m'en voulez pas trop. Bouygues Télécom, ça passe pas très bien ces derniers jours dans le en Loire-Atlantique, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer quand même. Et le deuxième camarade, évidemment, c'est l'inévitable, l'intransigeant Yacine Amnet, coach Yacine. Salut à tous. Ouais, ça va bien. Bah, je pense que Nico m'entend bien, non? Ouais, super. Voilà. Donc c'est de la faute de Mousse. Pour l'instant, ça va. En fait, on t'entend, Mousse. On t'entend. C'est juste l'image qui disparaît comme Nico la dernière fois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, on va essayer de faire mieux, messieurs. Bon, je le disais donc, on va d'abord, tout d'abord parler de la. Je vais quand même saluer les gens qui sont présents. Alors, attends, Mousse, attends. Parce que apparemment sur le chat, il y a des gens qui disent que tu n'as pas de son. Alors, Moi, je t'entends bien, ouais. nous, moi, je t'entends aussi, mais. Ah non, le son coupe de temps en temps, apparemment. Donc voilà. Vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Vas-y, on t'entend, vas-y. Ok, ça marche. Eh ben, on va démarrer tout de suite avec. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Je coupe le son, c'est parti. Donc, je vais saluer tous les gens qui sont sur le chat. Bienvenue à vous. Et je le disais, on va d'abord évidemment parler de la rencontre d'hier et puis on terminera sur la Ligue des Champions, le tirage au sort. Je le disais, pour 2 buts. D'abord, Nico, sur le match dans sa globalité. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je le disais, hein, c'est un horaire inhabituel, dimanche 13h, une pelouse pas terrible et plutôt une bonne équipe de Lorient, Nico. Ouais, ouais, bah écoute, c'était un match du dimanche midi à 3 semaines d'une Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Fallait pas s'attendre à quelque chose de complètement dingue. Pelouse absolument atroce, très dangereuse pour la santé des joueurs. Donc déjà, tu sentais les gars vraiment sur la retenue. En plus du vent, enfin vraiment voilà, c'était vraiment les bonnes conditions pour avoir un match tout pourri. À l'arrivée, j'ai trouvé le PSG sans être flamboyant assez tranquille. Je m'attendais à une équipe de Lorient beaucoup plus joueuse, beaucoup plus agressive au pressing notamment. À l'arrivée, ça a été un match que le PSG a plutôt maîtrisé. Alors, c'était évidemment pas flamboyant, mais je pense que c'est une victoire logique. Et encore une fois, j'ai été moi plutôt. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Lorient qui a fait un grand match et j'ai été assez étonné parce que moi, j'ai pas du tout vu ça. J'étais plutôt même déçu, encore une fois, de cette rencontre de la part de Lorient que j'imaginais beaucoup plus agressif. Et mis à part le but de Mofi et sa barre 3 minutes après, j'ai pas eu l'impression que Lorient ait eu beaucoup de velléité offensive dans ce match. Donc du coup, le PSG a pu maîtriser tranquillement. Et puis voilà, ça se joue en fin de rencontre sur cette tête de Danilo. Je suis content pour lui. Et puis voilà, encore un match avant la Coupe du Monde. Et puis le PSG aura vraiment fait le boulot, je trouve, dans cette période assez compliquée. Pendant que Yacine prend la parole. Je te laisse, Yacine. Je vais peut-être me Ouais, connecter sur mon téléphone. Je vais voir parce que ouais. c'est un peu compliqué. Bah, écoute, moi, je suis. Bah, déjà, je pense que maintenant, à 2 matchs de, à 2 matchs de la trêve, faut se faire une raison, hein. Il n'y avait plus grand-chose à attendre au niveau du contenu, de l'investissement, etc. Même si je trouve que ça n'a pas été catastrophique non plus, mais la pelouse n'a pas aidé, l'avant-Coupe du Monde. Bon, il y avait plusieurs choses. Ce qui est sûr, c'est que je pense que globalement, la première mi-temps elle a été maîtrisée. Et encore une fois, tu dois enfoncer Lorient à ce moment-là, en fait.
C'est là que tu dois plier le match et puis pas te faire de frayeur un peu stupide. Ensuite, je suis un peu moins d'accord avec Nico sur la deuxième partie parce que moi, je trouve que là, il y a entre le début de la deuxième mi-temps, bon, comme d'habitude, Paris n'est pas revenu. Le but, et il y a encore à peu près entre 7 et 10 minutes derrière le but, il y a la frappe sur la barre, où Lorient quand même reste haut, récupère des ballons et où Paris ne sort pas trop. Donc ça fait en gros 15 à 20 minutes en deuxième mi-temps. Et effectivement, après, tu reprends la maîtrise du jeu sans être exceptionnel, mais sans être trop dangereux, mais tu reprends la maîtrise du jeu, tu n'es pratiquement plus en danger. Et oui, tu mets ce deuxième but alors sur coup de pied arrêté. Déjà, ça fait du bien parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté. En plus, comme tu dis, Nico, c'est Danilo et ça récompense tout son début de saison. Alors, depuis mars, mais on va arrêter de parler de la saison dernière. Mais en tout cas, son début de saison, parce que voilà, il est sérieux, il fait ses matchs, il prend presque le leadership aussi sur quand il faut faire une remarque à un joueur, etc. Et je trouve que ça récompense tout ça, son investissement, son sérieux, ses matchs. Et puis en plus, comme on l'avait critiqué quand il était arrivé, voilà, ça montre qu'il n'y a rien de rédhibitoire dans le foot et qu'à un moment donné, l'investissement et le sérieux, ça paye toujours. Est-ce qu'il est là, le père Mousse? Non, il n'est pas revenu. Voilà, les Nantais. J'espère que les Nantais en Ligue Europa, ils auront une meilleure connexion que Mousse dans les lives. Ouais, sur ce que tu dis, toi, moi, la deuxième mi-temps, effectivement, c'est vrai que Paris est un peu plus en dedans au début de la deuxième mi-temps, mais encore une fois, je trouve pas que Lorient soit très menaçant. Alors oui, ils ont réussi à monter le bloc d'une dizaine ou d'une vingtaine de mètres. Ils récupèrent un peu plus de ballons parce que le PSG est en mode grosse gestion avec à ce moment-là pas mal de pertes de balles idiotes. Mais t'as pas non plus le feu sur la cage de Donnarumma, t'as pas beaucoup d'occasions, de frappes. Il y a quand même la frappe sur la barre. Mais Ouais, c'est ce que je te dis, il n'y a que ça en fait. Moi je trouve que Lorient dans ce match, voilà, il y a la très belle action sur l'égalisation qui est vraiment très très jolie. Ouais. Après, il y a effectivement 10 minutes où il ne se passe pas grand-chose. Lorient bloque haut, Paris perd assez rapidement le ballon, mais il ne se passe rien. Et puis tu as effectivement après la frappe sur la barre de Mofi, mais derrière Paris reprend la possession assez tranquillement. Et enfin voilà, j'ai pas vu encore une fois comme on a déjà pu voir même cette saison, un PSG qui commence à prendre des vagues, qui commence à subir beaucoup de frappes, beaucoup de situations dangereuses. Là, j'ai pas ressenti, même à toi, même à un partout, j'ai pas senti le danger pour Paris, quoi. Alors, j'étais pas spécialement confiant pour la victoire non plus, parce que à ce moment-là du match, on peut tout à fait aller sur le nul, mais voilà, je trouve que c'est un match quand même que Paris maîtrise et qu'il y a pas il y a pas encore une fois voilà, cette espèce de 15-20 minutes de folie sur ta cage où tu as l'impression que tu prends des vagues de partout. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un match plutôt peinard, moi, à l'arrivée. Et ce que j'avais écrit en plus le dimanche, j'ai dit que c'était un match que Paris gagne en marchant. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression que le PSG avait tellement de marge sur cette rencontre que voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Et c'est là où j'ai été déçu de Lorient, c'est ce que je te disais, c'est qu'ils font leur match, les Lorientais. Bon, écoute, c'est plutôt intéressant par séquence, mais je m'attendais vraiment à une équipe qui allait mettre le feu. Et à l'arrivée, c'était une équipe très prudente, bloc assez bas au niveau. Enfin, il n'y a pas de pressing en première mi-temps, quasiment pas. Voilà, c'était une tactique assez prudente, comme on le voit souvent par les adversaires du PSG. Et c'est vrai que je m'attendais à un match beaucoup plus compliqué à l'arrivée, donc tant mieux quelque part. Ouais, moi aussi, parce que Le Brie avait proposé beaucoup de choses depuis le début de saison. Dans sa façon de jouer, il est revenu, il voulait pas. D'ailleurs, les joueurs l'ont dit à la fin du match, il voulait éviter de laisser de la profondeur pour Mbappé, etc. Donc voilà, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je te dis, voilà, il y a 15-20 minutes en deuxième. Alors, pas des vagues, effectivement, où tu te dis ça va exploser, mais bon, voilà, tu étais moins bien. Mais quand même, par contre, ça fait beaucoup de fois que le PSG redémarre mal ces secondes périodes. Ça fait un petit moment que ça dure. Écoute, on va continuer. On va faire l'analyse de la première période, nous deux, et puis quand Mousse sera revenu. Donc voilà, la première période. On va faire du Hermous. Ouais. Donc la première période, t'en as pensé quoi? Eh ben écoute, la première période, comme je te disais, j'ai trouvé une entame déjà très surpris que Lorient débute avec un bloc assez bas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Super surpris également de voir la défense à 3 de retour. Je l'ai vraiment, pour le coup, je l'ai pas du tout vu venir celle-là.
Et sur la première mi-temps du PSG, à l'arrivée, tu te rends compte que c'est plutôt cohérent. Alors, sans mettre une intensité de fou non plus, bah, tu récupères le ballon très haut, tu recules pas, tu laisses très peu de situations offensives à Lorient. Il y a un bon pressing, il y a des combinaisons intéressantes, il y a beaucoup de situations quand tu regardes le match où tu te dis qu'il y a vraiment la place de plier cette rencontre en première mi-temps. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités qui malheureusement ne sont pas converties et qui traduisent aussi ce qu'on a, bah, tout le monde l'a vu, hein, le manque d'efficacité du PSG depuis quelques semaines. Et puis bah, à l'arrivée, du coup, une première mi-temps, j'ai trouvé plutôt bien maîtrisée par Paris, qui aurait dû tuer le match, mais qui à l'arrivée fait le boulot. Après, tu sens aussi très rapidement que les mecs, ils sont super inquiets par rapport à la pelouse. Ça se voit vraiment dans les courses. Tu sens qu'il y a vraiment de la retenue. Alors déjà, il y a aussi beaucoup de glissades. Tu vois les mecs en galère. Et pour les deux équipes d'ailleurs, hein, parce que Lorient aussi est vraiment handicapé par ce genre de terrain. Mm. Et, et moi, très rapidement, j'ai peur de ça, franchement, dans cette première mi-temps. Alors, je vais lire quelques commentaires. Il y en a qui disent que alors, Lorient est vraiment mieux dans le jeu que 75% des équipes de L1. Bon, ça, après, voilà. Il y en a qui disent Yass animateur, on aura tout vu. Alors, je ne suis pas animateur, je remplace. Je suis polyvalent. Ramos et Marquinhos, zéro leadership. Le raté d'Ekitike, on va faire un focus après sur Ekitike de toute façon. Ekitike décevant, marqué un peu meilleur, et c'est vrai que Marquinhos un peu revenu, on va aussi en parler. Moi, sur la première période, c'est plus. Yacine, C'est vrai que. Ouais, vas-y. ouais, je suis vraiment désolé, hein, j'ai changé, du coup, j'ai fait un partage de connexion. J'espère que ça va passer. Normalement, ça ne devrait pas couper. L'image est peut-être un peu moins nette, mais au moins, vous allez pouvoir m'entendre. Je ne sais pas où vous en étiez. Vous avez fait le débrief Là, général. On est à la première période, hein. Nico vient de parler de la première période, donc ça allait être à mon tour. Ok, ça marche. Bah, je te laisse, Yacine. Vas-y. Ouais, mais je vais rejoindre Nico. Globalement, de toute façon, déjà, l'entame de match, on a vu souvent après la Ligue des Champions le besoin de mettre allez, 10-15 minutes pour revenir, pour attaquer le match. Et je pense que là, on ne l'a pas vu. Paris est bien rentré dans son match, a dominé. Et c'est vrai que sur la première période, moi, le regret que j'ai sur la première période, alors, l'histoire de la pelouse, évidemment que les joueurs ont vite eu peur parce qu'on la voyait partir par escalope. Les appuis, ça glissait, etc. Donc, ils ont sûrement eu peur de se blesser. Mais moi, les vrais regrets que j'ai sur la première période, et c'est quelque chose quand même de récurrent depuis un certain temps, c'est le manque d'efficacité parce que je pense que tu dois rentrer à la mi-temps à 3-0 et en fait, le match, il est terminé. Notamment Ekitike qui a trois grosses occasions et qui doit en mettre au moins une, peut-être deux. Et c'est surtout là-dessus, plus que je trouve que Paris a fait un bon pressing. On a vu d'ailleurs une défense parisienne très très haute. On a vu Marquinhos pratiquement dans les 40 mètres adverses. Paris était repassé à 3. Et je trouve qu'il y avait une vraie volonté d'être très haut, de ne pas laisser Lorient sortir. Alors il y avait aussi cette crainte, je pense, parce que Lorient, d'ailleurs, Galtier en avait parlé dans la conférence de presse d'avant-match, sur la faculté de Lorient à vite se projeter, les transitions, à être plutôt bien techniquement. Donc il y avait cette volonté, et c'est vrai que sur la première période, moi, les vrais regrets que j'ai, c'est sur cette efficacité, parce que, encore une fois, tu dois te rendre le match facile, et pas te dire, il n'y a qu'un but d'avance, et on est à la merci d'un coup de pied arrêté, d'un but, d'une contre-attaque. Voilà, c'est vraiment le regret que j'ai sur déjà les dernières semaines, mais sur ce match-là, sur la première période. Nico, toi, tu avais évoqué déjà la première période. Je ne sais pas si vous aviez donné la composition d'équipe, Yacine. Non, pas encore. Non. Je vais la redonner rapidement. Donc, tu l'avais mis dans ton papier, hein, il était repassé à un système à trois défenseurs, Yacine. Donc, dans les buts, Ouais. c'était Donnarumma, défense à trois avec Danilo, Marquinhos et Ramos. Au milieu, il y avait Vitinha et Verratti. Sur les côtés, retour de Nuno Mendes à gauche et toujours Hakimi à droite. Et enfin, le trio offensif, en l'absence de Messi, c'était Ekitike, Neymar et Kylian Mbappé. Je ne sais pas quel sujet tu voulais qu'on aborde en premier, Yacine. Bah, soit on fait l'analyse de la deuxième mi-temps tout de suite et après on fait les focus, soit on peut attaquer par les Ouais. focus, puisque Eh par exemple. ben, écoute, on va passer sur la deuxième mi-temps. Et tu l'avais signalé, mais ça, c'est assez récurrent chez le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de flottement en retour de deuxième période, Nico. Et ça a
Mis au Lorientais de revenir sur un beau but de Méfi, je ne sais plus comment il s'appelle. Mofi. Ouais. Mofi. Oh, l'inculte de la Ligue 1. Je déteste la Ligue 1. Non, je plaisante. Je vais me faire insulter. Non, mais ça m'a perturbé tous ces problèmes de connexion. Donc, je suis un peu perdu. Je suis vraiment désolé, les amis. Je vais essayer de. Voilà, pour le prochain, ça devrait être bon normalement. Je vais faire comme Nico. Je vais me brancher en direct. Vas-y, Nico. La deuxième mi-temps, mais t'as l'impression que le PSG, en fait, reprend systématiquement après la pause, comme il a fini, il pense qu'il va rien se passer en face, en fait, que ça tournait bien en fin de première mi-temps, tu domines, tu as la possession, Lorient sait plus trop quoi faire, te presse pas, et tu as l'impression qu'à chaque fois, les Parisiens, ils reviennent et ils se disent, bon, bah, ça va être la même chose, donc on va donner le même rythme. Alors qu'en fait, Ouais, un écho. petit problème de son. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Bah, moi, je Non, t'entends, t'as ça l'écho va. toujours. Ça a coupé vite fait, mais ça va. Non, il y a l'écho, il y a l'écho. Ouais, mais l'écho, ça vient pas de moi, j'ai pas de son ici. C'est Vas-y, bon là? Personnellement, je n'entends pas c'est l'écho. bon? Ouais, c'est Vas-y, bon, c'est Non, bon, non, c'est c'est bon. c'est bon. bon, c'est bon. Et du coup, ouais, donc tu vois, ils reprennent la période en se disant, bon, bah voilà, les Lorientais, ils étaient soumis en fin de première mi-temps, ils vont aussi l'être en deuxième, donc à la cool. Et puis en fait, bah, tu as l'impression que le coach Lorientais, il fait des ajustements, il demande d'autres attitudes, mais que toi, du côté du PSG, tu n'as rien prévu par rapport à tout ça. Donc c'est vrai, tu as toujours ce flottement. Et l'égalisation de Lorient, honnêtement, elle est très très logique à ce moment-là du match parce que Paris ne propose plus rien. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a. Ouais, alors moi, j'ai pas revu le match, mais je fais confiance à Yacine sur la minuterie, même si ça me paraît long, 20 minutes au total. Mais c'est vrai que bah voilà, Paris reprend progressivement le contrôle et à l'arrivée, après la frappe de la barre, après la frappe sur la barre de Mofi, Lorient n'a plus la moindre occasion. Donc c'est qu'à l'arrivée, tu vois, c'est pas un match compliqué à gérer pour Paris. Je pensais vraiment qu'on allait se diriger vers le nul, et puis à l'arrivée, finalement, ce but de Danilo, il fait du bien à tout le monde, il fait plaisir parce qu'on l'a dit, c'est un coup de pied arrêté. Ça faisait, je crois, depuis Roten qu'on n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté, si tu veux. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, à l'arrivée, c'est quand même. Honnêtement, je trouve que c'est une victoire très logique, quoi. Vraiment très, très logique. Nico, Yacine, sur ce que disait cette équipe lorientaise qui après avoir marqué plus rien, pour toi, c'est quoi? C'est plutôt de la gestion, se dire, voilà, on revient à un par contre le Paris Saint-Germain, pour peut-être mieux garder le résultat, parce que c'est vrai qu'après après 15 Paris a remis le pied sur le ballon, a maîtrisé plutôt le match et a fini par l'emporter, comme tu l'as dit, sur un coup de pied arrêté, sur un corner de Neymar d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas comme une passe décisive pour le corner de Neymar, Yacine. Bah, ça dépend qui, mais maintenant, officiellement, ça reste des passes décisives. Donc, c'est une passe décisive pour lui. Moi, je suis moins, je suis moins catégorique là-dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui, on cherche plus des zones. Donc, c'est pas une passe décisive. Après, il est bien tiré, il est bien coupé. Donc voilà. En tout cas, il est compté pour lui dans une passe, comme une passe décisive dans les classements de la Ligue. Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Alors, il y a quelqu'un qui disait, j'ai oublié son nom, désolé parce que ça défile. Paris ne devrait même pas rentrer au vestiaire. Je crois que c'est le truc. En fait, ils devraient attaquer à deuxième mi-temps tout de suite parce que la pause, elle leur fait du mal. Mais en fait, ce que dit Nico, c'est intéressant. C'est-à-dire que ouais, Paris, je pense que quand ils ont la main mise sur la première période, ils se disent, bon, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Comme si les autres ne pouvaient pas avoir de réaction. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le but, il y a la frappe sur la barre, il y a 5-6 minutes après le but, encore une fois, où Ouais. Paris ne sort toujours pas. Je pense qu'après, en fait, Lorient, il y a deux choses. C'est que, et là, je pense que c'est la gestion et aussi le coach qui a commencé à faire des changements. Il y a peut-être cette idée de se dire que, attention, contre le PSG, quand tu es dans un moment de domination, c'est là aussi où tu te fais piéger. Donc, Lorient, ils ont eu, allez, on va dire 15 minutes où ils ont été très bien, très haut, récupéré des ballons, des occasions, le but. Et puis après, il y a peut-être cette idée de se dire attention, parce que si on commence à s'enflammer, on va avancer, on va avancer. Et c'est là qu'on va se faire piéger. Donc, il y a peut-être cette gestion, attention à ne pas s'enflammer, parce que c'est le PSG. Peut-être que Lorient, contre le même match contre Lyon, il reste là-haut et qu'il ne recule pas. Le PSG, c'est toujours compliqué, parce que regarde, par exemple, à la Juve, tu fais 20 minutes horribles, et puis sur ta première attaque, tu marques. On l'a vu plein de fois ce scénario avec le PSG quand ils sont pas bien. Je sais plus, il y avait un match championnat il n'y a pas longtemps aussi où pareil, ils sont pas bien en début de match et puis première action, ils marquent. À Haïfa, c'est pareil. Enfin, non, pas à Haïfa, je sais plus. Bref, il y a 2-3 matchs comme ça où il y avait cette référence-là. Donc peut-être que le coach se dit attention, c'est pas le moment de se laisser
aspirer et de se faire piéger. Ce qui est sûr, c'est que y a Paris qui a quand même repris la main sur le jeu et le ballon, notamment, pour maîtriser le tempo du match, on va dire, à leur main. Et voilà, après je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que les remplaçants n'apportent pas, et ça devient problématique, parce que quand tu fais des changements, on nous dit quand même qu'il y a un banc, et ce banc t'apporte pas Quand tu fais rentrer les remplaçants, il n'y a pas un réel changement, il n'y a pas un plus dans l'envie, tu vois, Renato Sanchez, il fait son entrée. Alors oui, il y a le terrain, oui, il a peur de se blesser, la Coupe du Monde qui approche, mais j'ai envie de dire, j'aurais fait ce constat-là sur ce match-là si c'était la première fois, mais régulièrement, les remplaçants n'apportent pas grand-chose. Donc voilà. Et puis la dernière chose, je réponds à quelqu'un aussi de commentaire, sur les relances. Paris insiste sur cette façon de relancer très bas, là, avec 3 joueurs dans la surface. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est devenu maintenant classique depuis cette nouvelle règle où les joueurs ont le droit de rentrer dans la surface avant le 6 mètres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir trouver des alternatives à ça. Tu ne peux pas laisser l'équipe venir te chercher comme ça et ne pas avoir d'alternative. Alors effectivement, tu ne peux pas avoir d'alternative parce que le seul qui peut, à la limite, aller prendre un ballon de la tête, c'était Fabien Ruiz et il n'était pas là. Et tu ne vas pas demander à Mbappé ou à Neymar d'aller jouer des deuxièmes ballons ou des duels de la tête. Mais il va quand même falloir trouver une solution pour, à un moment donné, OK, tu relances de la surface, mais si tu n'arrives pas, si tu es pressé, tu ne peux pas te permettre de te dire tant pis, on continue. Bah non, on ne continue pas, il faut trouver autre chose. C'est bon? Oui, tu nous entends? Mais on t'entend. En fait, Mousse, il a la même connexion que Renato Sanchez, tu vois. Écoute, on va commencer par Ekitike. Allez. Voilà. Ah, Voilà. c'est cool, en plus, il est écrit le mot. Comme ça, j'ai plus qu'à le lire. Merci, les amis. Ekitike, ouais. Bah écoute, Ekitike, je l'ai trouvé plus intéressant que quand il rentre ponctuellement depuis quelques temps. Ses rentrées de 5-10 minutes, j'avais rarement été convaincu. Là, je l'ai trouvé plus intéressant dans l'attitude, dans le pressing, dans les mouvements. J'ai trouvé qu'il était... bon, il avait du mal à se situer de temps en temps, mais malgré tout, j'ai apprécié sa manière de se positionner entre les lignes, d'essayer de combiner. D'ailleurs, ils l'ont trouvé assez souvent, que ce soit Mbappé ou Neymar. Tu sentais il y avait une vraie envie d'aller jouer aussi avec lui. Il n'y avait pas cette crainte d'aller le chercher. Après, tu sens quand même le joueur en manque de confiance, ça c'est une évidence. Il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, il manque de repères, il manque d'automatisme. C'est un attaquant qui n'a pas encore marqué, donc forcément, bah, tu sens que dans la tête, voilà, c'est pas encore la grande fiesta et qu'il a déjà été beaucoup mieux dans sa carrière. Donc, il y a un manque d'efficacité dans quelques gestes. C'est pas toujours le geste le juste. Voilà, la frappe du gauche qui met au-dessus sur le caviar de Neymar. Je pense que c'est assez révélateur d'un joueur en manque de confiance. Mais écoute, pour une titularisation, quand on se souvient de la première, je ne sais plus contre quelle équipe c'était la première. C'était au Parc, je me souviens plus contre quelle équipe c'était. Mais alors là, il avait été très très décevant. Là, c'était mieux quand même. C'était mieux. Alors voilà, il y a un progrès. C'est pas encore évidemment ce qu'on attend d'un jeune joueur au prix où on l'a payé. Mais voilà, j'ai le sentiment que ça va être assez long avec lui, qu'il va falloir être patient, ne pas en attendre trop vite. Et puis, bah écoute, vivement son premier but parce que ça va peut-être débloquer pas mal de choses. Bon, il y a une passe, d'ailleurs, la passe décisive, elle est révélatrice parce que un attaquant en confiance qui récupère le ballon comme il l'a là, mais 9 fois sur 10, il va mettre une frappe, tu vois. Là, tu sens que tout de suite, son réflexe, c'est d'aller chercher Neymar, qui d'ailleurs est assez surpris, qui est un peu en galère sur les appuis parce qu'il ne s'attend pas forcément à avoir le ballon tout de suite, c'est comme ça. Mais bon, écoute, voilà. Écoute, voilà. Globalement, en tout cas, c'est pas le match foufou non plus, mais il y a quand même, j'ai trouvé du mieux par rapport à ce qu'on avait vu les fois précédentes avec lui. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi sur le mieux. J'ai trouvé ces déplacements plutôt intéressants.
Par contre, je trouve qu'il manque de fluidité. Alors, je ne sais pas si c'est la confiance, le terrain. Voilà, je trouve qu'il manque un peu de fluidité dans sa façon dans ses gestes. D'ailleurs, il a fait un passement de jambe au début de match. Je me dis, waouh, c'est passement de jambe un peu des années 80. Mais voilà, après, oui, la confiance, c'est sûr, parce que la frappe pied gauche, il ne doit jamais la frapper comme ça. Déjà, il doit la placer tranquillement. Le but, il est quand même ouvert. La passe de Neymar, elle est bonne. Il lui a déposé et il a juste à frapper. Et c'est vrai que sa position, elle n'est pas bonne. Et tu sens le mec qui veut frapper fort pour assurer et finalement, il se trompe. Il rate quand même 3 grosses occasions. Et comme tu dis, je pense que oui, on sent que le but, il faut qu'il arrive vite. Il faut qu'il arrive vite parce que ça va débloquer, ça va lui enlever un peu de pression. Ça va, voilà. Après, je trouve que quand même, il manque. Voilà, moi, vraiment, le truc que j'ai noté, je trouve qu'il a un manque de fluidité. Alors, il est grand aussi, c'est pas facile, mais voilà, il y a quelque chose il y a un travail à faire là-dessus sur la coordination, la fluidité des gestes, etc. Voilà, après, aujourd'hui, enfin, sur un match comme ça, tu vois, par exemple, si on compare un peu aux joueurs qui sont plutôt sur le banc, il n'y a pas photo entre sa prestation et celle de Solaire, par exemple, sur les 2 matchs qu'il a fait, même si Solaire a marqué. Sur le contenu global, je ne parle pas en termes de stats. Voilà, il a été mieux, il a été meilleur. Voilà, après, c'est à revoir. Mais voilà, je pense que c'est aussi peut-être les messages que lui a envoyé Galtier en conf de presse. Voilà, c'est l'humilité, le travail. Voilà, je pense que c'est arrivé vite. Hein. Il a fait 20 matchs de Ligue 1, il s'est retrouvé au PSG, un salaire multiplié par 10. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a tout ça à digérer. Mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé aussi, comme il l'a dit lui-même, déjà se créer des occasions, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, il va falloir quand même gagner en efficacité. Après, le souci avec lui, c'est que il est un peu dans la position en termes de statut des petits jeunes du PSG qu'on a déjà eu par le passé, qui se retrouvent dans le groupe et qui doivent se contenter de quelques bouts de match. Sauf que lui, il a malgré tout il a au-dessus de la tête un transfert de près de 40 millions d'euros qui va être activé l'an prochain. Et puis ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'il a une gestuelle qui est assez surprenante, quoi. Alors, Ouais. je ne l'ai pas beaucoup vu jouer l'an dernier. J'ai vu quelques images, j'ai dû voir 1 ou 2 matchs de Reims, les 2 matchs contre Paris notamment, et je me rappelle même pas s'il avait joué les 2 matchs. Mais là, on dirait qu'il y a une dyslexie des jambes, quoi. Il y a des fois, c'est vrai, il y a des fois, tu as l'impression qu'il ne sait pas s'il faut mettre le pied gauche ou le pied droit pour avancer. Donc c'est un peu déstabilisant de ce côté-là. Je pense quand même que c'est beaucoup, beaucoup un problème de confiance. Aussi, sûrement l'envie de ne pas faire de conneries. Mm. Puis voilà, quand on est trop appliqué, quand on veut trop bien faire les choses, on perd du naturel, on perd de la spontanéité. Et à l'arrivée, ça donne un peu cette impression d'un mec, voilà, il est un peu tout déréglé, quoi, comme le Wi-Fi de mousse, tu vois. Voilà, il est pas stable, il saute tout le temps. Donc bon, je suis pas inquiet parce que c'est un jeune joueur et que vraiment à s'adapter au PSG, on l'a vu avec même des joueurs confirmés, des fois c'est très compliqué. Donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Mais par contre, quand tu le vois, en tout cas actuellement, faire ses entrées sur la première partie de saison qu'on vient de vivre, honnêtement, tu te demandes pourquoi tu mets 38 millions sur lui quand tu as Kalimundo dans ton effectif. Honnêtement. Et pourtant, j'ai jamais été voilà, j'ai jamais trop parlé de ce sujet-là. Ça m'a jamais trop choqué plus que ça. Mais là, tu te dis, tu prends un mec qui est pas prêt à l'environnement du PSG et qui, à l'arrivée, t'apporte forcément moins qu'un jeune comme Kalimundo qui, lui, connaissait un peu plus l'environnement, plus aussi la Ligue 1. Et voilà, et Ekitike, c'est 20 matchs de Ligue 1 avant d'arriver au PSG. C'est rien, tu vois. C'est vraiment rien du tout. Alors, il y a les 10 buts qui te donnent l'impression que c'est déjà un vieux briscard de la Ligue 1 et que le mec, il est déjà prêt à exploser. Mais en fait, tu te rends compte que la marche pour arriver à Paris, elle est énorme. Et je ne suis pas sûr que d'ici la fin de la saison, il ait été capable de la franchir. Et un dernier truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est je trouve qu'il a quand même été important intéressant dans le travail défensif. Voilà, il a fait les efforts, il a fait les courses. Et d'ailleurs, sur le pressing du premier but, c'est les 3 attaquants qui sont en place pour empêcher le gardien de relancer. Donc, c'est aussi intéressant dans cette capacité à travailler défensivement, même si on va dire, oui, il est jeune, il n'avait pas le choix. Bon, après, on a déjà vu des jeunes qui ne faisaient pas les efforts, mais voilà, au moins, il l'a fait et il faut le souligner aussi. Alors, comme dit certaines sur le. Comme Mousse, faut qu'on va l'exclure en fait. Hein. Il est dangereux en fait. Hein.
Ce live est une catastrophe, les amis. Je suis vraiment désolé. Là, je suis sur mon téléphone, donc voilà, on va essayer comme ça. Si j'y arrive pas, j'abandonne et puis je vous laisserai finir tous les deux, hein. Écoute, on t'a jamais vu aussi clair en tout cas. Bon, bah écoute, tant mieux. C'est lâche avec le téléphone, du coup. Donc, c'est pas, c'est pas évident. Je sais même pas où vous en êtes, du coup. Voilà, on a fini Ekitike. Donc, on allait passer sur Neymar. Eh ben, je vous en prie, les gars. Vas-y, Yas, commence. Va. Bah, écoute, Neymar, je pense que il termine sa première partie de saison comme il l'a commencé. Voilà, il fait les efforts, il est plutôt juste dans le jeu, il est décisif, il joue avec les autres, il abuse pas Pourtant, il y a eu une interview d'ailleurs qu'il a donnée cette semaine, je crois. J'ai vu passer un truc où il explique qu'en Ligue 1, les joueurs, ouais, plus les adversaires viennent le titiller, plus il a envie de dribbler parce que c'est sa façon de répondre. Je trouve que depuis le début de saison, il est moins là-dedans. Et justement, le fait d'être moins là-dedans, il est moins provoqué. Et comme il est moins provoqué, eh ben, il n'a pas besoin de réagir et il continue à être juste. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Et hier, j'ai tweeté, alors j'ai enlevé parce que les tweets, ça devient une catastrophe, que Neymar te portait le PSG. Tu sais, les mecs, ils ne comprennent pas, tu vois, c'est hallucinant. Mais malgré tout, quand il est là depuis le début de saison, il y a quand même ce lien entre le milieu et l'attaque. Il y a tu te crées plus d'occasions. Et même si en début de saison, il y a eu ce petit truc avec Mbappé, peut-être qu'il le choisissait un peu moins sur certaines actions, je trouve que depuis plusieurs semaines, il est plus là-dedans. Voilà, il joue, il respecte le jeu. Voilà, et je vais finir en disant que c'est dommage d'avoir attendu. Je vais enlever les 2 premières années où il démarre très bien et il est blessé. C'est dommage d'avoir attendu 3 ans pour voir ce Neymar-là, même si, avant que tout le monde démarre, effectivement, il y a quand même eu des très bons matchs. On peut prendre le match du Bayern, justement, il y a 2 ans, aller-retour, ou le retour, même s'il ne marque pas, mais dans le contenu global, son match était très très bon. Voilà, il y a eu le Final 8 qui était bon, mais globalement, sur une série de matchs comme ça aussi longue, parce que Paris en est à son 23e match, je crois, euh, bah, on a rarement eu un Neymar aussi régulier, aussi bon, aussi juste. Donc voilà, c'est dommage, mais on va prendre quand même, quoi. Bah Nico, je sais pas si tu as parlé de Neymar, non? Vous venez de finir Ouais, Ekitike, hein, c'est ouais, ça, Nico, ouais. hein? Non, je n'ai pas encore parlé. Bah, écoute, Yas, il a bien résumé. Hein, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que alors, on n'aura jamais le Neymar d'il y a 5-6 ans en termes d'explosivité, de vitesse, de légèreté sur le terrain, mais on s'en rapproche un peu quand même. Et, euh, et tu vois, tu retrouves quand même des dribbles, je sais plus à quelle minute c'est, mais ça doit être vers l'heure de jeu. Ouais, Il efface un premier Lorientais qui s'accroche à son short. Après, il met une feinte de corps sur Innocent, je crois. ouais. Et Innocent, il finit sur le parking du Super U du centre-ville de Lorient. Tu vois, ce genre de dribble-là, cette légèreté, tu la retrouves quand même par séquence. Et on est loin du Neymar, même quand. Parce que bon, la technique, forcément, il a toujours cette technique de qualité de passe, de vision, ça n'a jamais été perdu, mais on retrouve cette légèreté un petit peu. On retrouve par séquence voilà, cette accélération, cette capacité à résister aux charges, même à l'épaule, tout ça. C'est vraiment du très très bon Neymar. Je ne sais pas si les gens le mesurent. Je le dis d'autant plus facilement que je suis une de ses un de ses plus farouches critiques quand il n'est pas au niveau. Voilà, donc non, le Neymar qu'on voit depuis le début de saison, effectivement, qui porte le PSG. Alors, ça ne veut pas dire que Messi est mauvais, que Mbappé n'est pas indispensable, mais Neymar, comme tu l'as très bien dit, Yacine, en plus d'être très efficace devant le but, c'est de délivrer un paquet de passes décisives, il t'apporte effectivement un lien et une fluidité dans le jeu que tu n'as pas sans lui. Et honnêtement, aujourd'hui, dans l'effectif, bah, quand tu n'as pas Neymar, alors, quand Messi est là, c'est vrai que Messi a cette capacité de décrocher et puis de prendre le jeu à son compte et c'est vrai que ça compense un petit peu. Mais imagine un PSG aujourd'hui sans Messi, sans Neymar, franchement, qui va créer du jeu dans cette équipe, tu vois? Donc non, non, c'est une première partie de saison assez bluffante. Voilà, on avait dit que de toute façon, il voudrait arriver en forme à la Coupe du Monde et bah, il a tenu parole. En plus, il n'est pas dans la gestion, pas peur de la blessure, et ça, c'est pareil, c'est tout à son mérite. Maintenant, on va lui souhaiter une belle Coupe du Monde parce qu'avec le Brésil, c'est clairement un des grands favoris. Et puis, bah, l'interrogation qu'on va avoir, et ce que je vous disais déjà en début de saison, c'est comment on va récupérer Neymar au mois de janvier.
Est-ce que ce sera un Neymar dépressif parce que ça s'est mal passé pour le Brésil? Est-ce que ce sera un Neymar à 4 grammes parce qu'il va faire 15 jours de bringue à Rio pour fêter le titre? Voilà, ça va être l'interrogation, mais c'est clair que si on récupère un Neymar comme on a en ce moment pour les matchs de Ligue des Champions du printemps, enfin de l'hiver, on ne va pas déjà s'avancer, tu peux espérer de grandes choses avec un joueur comme ça, parce qu'il est exceptionnel. En ce moment, il est exceptionnel, vraiment. C'est vrai que sur les réseaux, monsieur, sur les réseaux, notamment sur Twitter, beaucoup s'inquiètent en fait de l'après-Coupe du Monde et se disent peut-être qu'il y aura une certaine, peut-être un relâchement ou une démotivation de certains. On parle beaucoup de Messi et de Neymar. Bon, c'est vrai qu'après le résultat et le parcours de leur équipe respective fera la différence, mais moi j'ai l'impression quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je pense que quel que soit le résultat, en tout cas pour Neymar, je ne sais pas pour Messi, mais quel que soit le résultat du Brésil, moi j'ai l'impression que cette année, quoi qu'il arrive, il est focus, il est très impliqué. On le voit même dans le match, dans son comportement. Quand il célèbre les buts aussi, il est pas comme l'année dernière. J'ai l'impression vraiment que cette année, il a pris conscience que voilà, fallait qu'il se reprenne en main. Nico, tu l'as dit, hein, nous, on l'a beaucoup critiqué parce qu'il était critiquable, et notamment la saison dernière. Mais je pense que les supporters, il y a une fausse crainte. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et je pense que notamment le tirage au sort qui a eu lieu à midi, on en reparlera tout à l'heure, hein, avec le Bayern Munich. Moi, je pense que ça va être aussi une source de motivation pour aller chercher cette Ligue de Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez cette crainte justement de l'après-Coupe du Monde? T'en parlais, Nico, toi, tu as peut-être un peu de doute, mais toi, Yacine, est-ce que tu as des craintes ou, vu la lancée de cette saison, il peut faire un très beau parcours avec le Brésil et puis enchaîner aussi avec le Paris Saint-Germain? Mais moi, en fait, j'ai pas forcément de crainte parce que je pense que en fait, c'est du jamais vu. Donc, je peux même pas dire, on sait qu'après la Coupe du Monde qui se passe en juillet, enfin juin-juillet, c'est une fin de saison, les joueurs ont 3 semaines de repos, etc. Là, ils vont revenir et ils vont pratiquement rattaquer tout de suite. Pour ceux qui s'intéressent, en gros, les équipes, ceux qui vont pas à la Coupe du Monde, ils vont avoir 10-15 jours de vacances et ils vont reprendre tranquillement l'entraînement. Et donc, au fur et à mesure des éliminations, bah, les joueurs vont revenir. Et ils ne vont pas avoir de coupure. Donc, c'est toujours pareil. Comment gérer ça? Alors, ça peut être le bon côté, c'est qu'en fait, tu n'as pas le temps de gamberger, etc. Il faut que tu te remettes dedans tout de suite et tu n'as pas coupé. Et on sait que les coupures, c'est des fois aussi ce qui coûte euh, la remise en route. Par contre, en fait, c'est plus la façon dont ils vont perdre qui peut influer. Tu vois, le Brésil éliminé en demi-finale dans un match serré, etc. Et puis, bah, c'est le football. Bah, oui, il y aura une déception, mais ce ne sera pas la même qu'un Brésil éliminé en huitième de finale, je dis n'importe quoi, mais par le Japon. Voilà, ça ne peut pas avoir le même impact. Donc, on ne peut pas savoir. Mais moi, je n'ai pas forcément de crainte parce que, euh, en même temps, tout ça, tous les clubs aujourd'hui vont être concernés par ça. Donc, ce n'est pas comme si on se disait, tiens, on va être désavantagé. Oui, bien sûr que nous, parce qu'il y a Neymar, Messi, Mbappé, etc. Mais tous les clubs vont le vivre. Tous les clubs ont des stars de tous les pays. Donc, ils vont un peu tous le vivre de la même façon. Donc, ce sera plus, en fait, la gestion du staff, en fait. Voilà, comment ils vont réintégrer ces joueurs au fur et à mesure, en sachant que le championnat reprend le 28 décembre et que là, après, tu enchaînes jusqu'au huitième de finale aller. Donc, voilà, j'ai pas de crainte, j'ai pas de certitude, mais j'ai pas forcément de crainte. Après, il n'y a pas de. Enfin, Messi, Neymar, même s'ils se font éliminer en poule, quand ils vont arriver en Ligue des Champions en février, évidemment qu'ils seront motivés, les mecs. Voilà, ils jouent pour ce genre de match. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, honnêtement. L'interrogation, mais personne ne peut répondre aujourd'hui, c'est comment ça va se passer physiquement. Parce qu'une Coupe du Monde, ça prend beaucoup d'énergie, c'est très très compliqué à gérer quand tu vas au bout en plus. J'ai même envie de te dire, moi, une équipe qui se fait éliminer en poule ou en huitième, ça va être plus facile de la réintégrer rapidement qu'un mec qui va en demi ou en finale. Parce que quand tu sors d'une Coupe du Monde, ça va être 4 semaines, 5 semaines de compétition. Les mecs, mentalement, ça prend du temps. Si tu as gagné, tu as forcément une décompression derrière, que tu le veuilles ou non. Il ne faut pas attendre à ce que les mecs qui aient joué une demi-finale de Coupe du Monde, ils reprennent le 28 décembre en championnat, comme s'ils étaient en match de pré-saison et qu'ils venaient de se faire 2 mois de vacances. Là, ils vont avoir très peu coupé. Donc, il va y avoir de la physique, de la fatigue, il va y avoir de l'usure mentale. Et justement, c'est bien de les réintégrer, effectivement, comme tu dis, Yacine. Il y a tout le mois de janvier pour les faire revenir, pour en faire souffler quelques-uns. Toi, si tu as Neymar et Messi qui vont jusqu'en finale ou en demi, moi, je ne serais pas choqué qu'ils ne reprennent pas avec le PSG à partir jusqu'au janvier, tu vois. D'où l'intérêt d'avoir de l'avance en championnat, c'est que
tu as besoin de ces mecs-là à partir du mois de février, quand ça va devenir très très important. Tu n'as pas besoin de Neymar et Messi sur la reprise là, du 28 décembre. Donc, au staff d'être intelligent. Mais après, sur ce côté physique, on n'a aucune donnée. On ne sait pas comment ça va se passer. Parce qu'en principe, une Coupe du Monde, ça se suit. Tu as 4 semaines de vacances minimum derrière. Là, tu vas rentrer, tu vas avoir 3 jours en famille et puis tu reprends l'entraînement direct. Donc, c'est tellement particulier qu'à mon avis, ça a déjà été plus ou moins étudié, à mon avis, par les joueurs, par le staff du PSG. Mais voilà, elle est plus là l'interrogation. Après, non, mentalement, on rigole en disant les dépressifs ou les mecs bourrés, mais honnêtement, le 14 février, quand il va falloir rentrer sur la pelouse du parc pour affronter le Bayern, je peux vous rassurer, il n'y a personne qui ne sera pas motivé au PSG. Enfin, de ce côté-là, il n'y a aucune inquiétude. Moi, j'ai les mêmes craintes, mais te concernant, Nico, j'ai peur que si la France remporte cette Coupe du Monde, je ne sais pas dans quel état on va te récupérer. Écoute, j'ai été pas mal boosté par ce qui s'est passé avec Marseille la semaine dernière. Là, je pense que j'ai pris 2-3 mois d'autonomie sur la bonne humeur. Donc, non, je ne suis pas inquiet. Juste moi, Je suis si pas trop. je lis quelques commentaires. Oui, parce que, alors, du coup, Yacine, moi, je peux plus Ah, lire je les sais. commentaires. C'est pour ça. Vraiment, je m'excuse auprès de tous ceux qui sont là. C'était une catastrophe. Normalement, ça a l'air de, je sais pas, dites-moi, mais l'image et le son, ça a l'air Ah, d'être c'est pas bon, mal c'est bon là. avec le C'est téléphone. bon, c'est bon. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Mais vas-y, Yacine, vas-y. Donc je dis quelques commentaires. Donc il y a Captain Rai qui dit toujours pessimiste, c'est grave, vous allez porter la poisse. Alors je sais pas s'il nous parle à nous ou au chat, mais nous on n'est pas forcément pessimistes, hein. Pas du tout, mais au contraire, moi je disais qu'au contraire, moi les mecs ils vont revenir parce que c'est le Bayern et qu'il y a évidemment une grande coupe à aller chercher aussi, donc non, pas du tout. Voilà. Je réponds aussi qu'on n'a pas encore parlé du tirage, parce qu'il y en a qui demandent, on va en parler à la fin du podcast. Il y a Tuck Dubourg qui dit c'est la gestion de la lourdeur physique de la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il aurait fallu tomber sur un gros le plus tard possible. Il y a Denzich 971 qui dit s'il gagne la Coupe du Monde, il pensera qu'il pourra alors aller chercher le Ballon d'Or. Ah, c'est pas faux, c'est une bonne réflexion, ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est vrai. Voilà, il y a Captain Ray qui dit nous on va gagner le Bayern, donc on y reviendra après. Il y a French Nix Podcast qui dit Yass, il oublie le chat. Non, je n'oublie pas le chat, mais on essaye de faire un peu les deux aujourd'hui. On a vu que c'était compliqué, désolé. Voilà, en gros, mais bon, tout le monde parle de l'après-Coupe du Monde et c'est vrai que tout le monde est un peu d'accord sur le fait qu'avec cette Coupe du Monde placée là, finalement, on n'a aucune donnée. Voilà. C'est du jamais vu, donc on verra bien ce qui va se passer. On va revenir sur le match, on reparlera tout à l'heure du Bayern de Munich et peut-être aussi de la Coupe du Monde. Seule bonne nouvelle pour la Coupe du Monde, bon, bonne nouvelle pour nous, peut-être pas pour lui, Verratti va pouvoir se reposer un peu, donc on va pouvoir compter sur lui à partir du 28 décembre. Fabien Ruiz, je crois, qui n'est pas en très bon terme avec Enrique, qu'il ne l'a pas appelé ces derniers temps. Ça fait un bout de temps, je crois qu'il n'a pas été sélectionné, donc lui aussi sera normalement présent, parce que Carlos Soler lui sera avec la sélection espagnole, tout comme Sarabia. Donc effectivement, pour l'après, normalement, il y aura quand même des joueurs assez frais. Pour revenir sur le match sur Lorient, j'avais vu un débat de nos amis de Paris Central, parce que je voulais dire un mot sur Vitinha. Tu l'as dit, Yacine, hein, dans ton papier d'après-match, il y a, on dirait, une grosse baisse de régime de Vitinha, et nos amis de Paris Central avaient fait un débat sur le fait que, est-ce que c'est le changement de système, parce il avait l'air plutôt à l'aise dans le 3-5-2 de Christophe Galtier. Est-ce que c'est le changement de système qui fait que on voit un moins bon Vitinha qu'à ses débuts, alors qu'au début, honnêtement, on était tous plutôt agréablement surpris, hein. C'est un joueur qu'on ne connaissait pas très très bien, mais qui s'était très vite adapté. Je vais peut-être donner d'abord la parole à Nico, puis ensuite Yacine, tu prendras le relais. Est-ce que toi aussi, Nico, enfin, je pense que tu as remarqué aussi, hein, il y a vraiment une baisse de régime chez Vitinha. Alors, une baisse de régime, j'ai envie de dire non. Il y a plutôt une baisse d'efficacité et de bons choix. Je le trouve toujours très actif sur le terrain. Je trouve qu'il est très généreux, il court beaucoup. Par contre, il pèse moins, ça c'est sûr. Peut-être un peu plus de mal à se situer dans le système, je ne sais pas. Il découvre pas le système à 3 au milieu, donc je suis pas forcément convaincu par cette option-là. Mais ouais, il y a un petit peu de moins bien. Après, il a joué énormément. Même chose, c'est un joueur qui arrive dans un nouveau club, nouveau championnat. L'adaptation a été très rapide, très bonne sur les premiers matchs. Il y a peut-être un léger moins bien physique, tout simplement, mais toi, je trouve que ça ne se traduit pas par son comportement sur le terrain globalement, quoi. Je trouve qu'il est toujours très très précieux. Après, c'est vrai qu'en début de saison, quand il prenait ses ballons, il te faisait des remontées sur 20 mètres, 30 mètres, où il faisait vraiment mal à l'adversaire. Il cassait des lignes, il était très très
très très rapidement porté sur la manière de se retourner. Là, il y a un jeu qui est un petit peu moins vertical, peut-être un peu plus prudent aussi. Ouais, il y a du moins bien, c'est clair. Après, je trouve pas que ce soit non plus monstrueusement à la baisse, C'est quoi. pas flagrant pour toi, quoi. Ça se voit qu'il est un peu moins bien, mais j'ai plus l'impression que c'est sur un côté un peu moins précis dans ses choix, puisque enfin, je vois pas je vois pas un mec en train d'exploser physiquement, quoi. Bah, moi, je trouvais, je sais pas ce que tu en penses, Yacine, moi je trouvais que ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de, enfin, voilà, un petit peu d'erreurs techniques, ce qu'on voyait peut-être pas au début, quelques pertes de balles qu'on voyait pas non plus au début, Yacine. Est-ce que selon toi, alors peut-être que lui aussi, hein, c'est peut-être aussi l'approche de la Coupe du Monde, peut-être tu as peut-être aussi le récent changement de système de Christophe Galtier, mais même la complicité avec Verratti, je trouve elle se voit moins qu'en début de saison, Yass. Ouais, alors je pense qu'il y a plein de choses. La première, c'est qu'il a beaucoup joué. Donc là, déjà, je pense qu'automatiquement, il est obligé d'être un peu fatigué. Rappelez qu'il a une saison à Porto et une demi-saison à Wolverhampton. C'est encore un très jeune joueur. Malgré tout, moi, je pense que il a aussi dans un coin de sa tête la Coupe du Monde et que c'est une échéance qui est importante. C'est une échéance qui arrive vite. Et il y a 1 an et demi, il n'était pas prévu pour être dans le groupe du Portugal. Donc, il est obligé aussi je pense, peut-être pas de se préserver, mais oui, quelque part, de moins aller. On le voit, par exemple, dans les duels. Au début de saison, malgré sa petite taille, il allait dans les duels. Il y va un peu moins. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Après, il y a le système. À 2, bah, automatiquement, on le voyait plus qu'à 3. Il y a un joueur de plus au milieu. Alors, pas hier, mais ces derniers temps. Donc, automatiquement, les tâches sont réparties. La dernière chose, moi, le seul truc que je trouve qui en baisse, c'est réellement son jeu avec ballon. Son jeu sans ballon, je le trouve toujours pareil. Il compense, il court. Mais c'est son jeu avec ballon. Je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, bizarrement, il prend de moins en moins de risques. Est-ce que c'est le fait de la concurrence de se dire je ne veux pas être celui qui coûte des points, donc je ne veux pas perdre de ballon? Est-ce que c'est l'environnement qui fait qu'il il prend moins de risques? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment là-dessus, moi, je le trouve moins intéressant. Comme tu dis, tu vois, on avait l'impression qu'au début, il avait joué avec Verratti toute sa vie et maintenant, il se Bah trouve oui. moins. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc sur la prise de risque. Voilà, de plus forcément être le joueur visible qui joue vers l'avant, etc. Et d'être le joueur, voilà, je compense les déplacements, je fais mon travail, mais sans plus. Voilà, je sais pas. Mais oui, moi, je le trouve quand même un peu moins bien. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a aussi la Coupe du Monde et je pense que c'est vraiment une échéance. Même s'il a fait une superbe saison à Porto et qu'il a intégré le groupe du Portugal, il n'était pas prévu pour être. Là, voilà, aujourd'hui, il postule réellement à une place dans le 11, même si on sait que le sélectionneur portugais a son équipe pratiquement établie. Mais voilà, c'est obligé que ça rentre dans un coin de sa tête. Ouais, ouais, bah écoute, on verra déjà le prochain match face à Auxerre, dimanche prochain à 13h au Parc des Princes. Et puis on suivra de près aussi son parcours avec le Portugal. De toute façon, on va faire pas mal de live pendant la Coupe du Monde, hein. On essaiera de débriefer les matchs les plus intéressants et notamment ceux des joueurs parisiens. Pareil, un mot sur les latéraux et le retour de Nuno Mendes, Nico. Bon, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, puis tu l'as souvent répété, c'est vrai qu'on aime beaucoup Bernat. On a constaté quand même que ces derniers temps, c'était plus le Bernat des dernières saisons. Nuno Mendes qui revient plutôt en forme. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, Nico? Et est-ce que tu es content quand même de retrouver Nuno Mendes au poste de latéral gauche? Ouais, en fait, il faudrait, dans le meilleur des mondes, il faudrait prendre Bernat et Nuno Mendes, les mettre dans une grande machine et qu'il y en ait un seul qui ressorte. Un petit mix des deux, parce que Nuno Mendes, ce côté, voilà, il a un physique, il a une vitesse, il est très impressionnant, vraiment. Il rattrape énormément de coups sur le physique. Dès qu'il met l'épaule, c'est terminé. Tu sais que le duel, il est gagné. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Très présent sur son côté gauche. Il y a une vraie complicité avec Mbappé, même si c'était assez imprécis contre l'Orient. Mais voilà, il est beaucoup plus utile offensivement que Bernat. Après, moi, je trouve que Bernat a une intelligence de placement qui est 1000 fois supérieure, une finesse, un QI foot. Mais c'est normal, on parle d'un jeune joueur avec Nuno Mendes, donc c'est assez logique aussi. Mais c'est un match intéressant. Après, il y a beaucoup de déchets dans ses centres. Il y a beaucoup de déchets dans. Des fois, il part en dribble, tu sais pas pourquoi. J'espère qu'il n'est pas contaminé par Tavares de Marseille qui lui a zéro QI foot, tu vois. Mais on n'en est pas encore là.
Alors, faut Mais pas déconner, Nico, hein. Faut comparer ce qui est comparable, mon ami, hein. on en est très loin, c'est ce que je t'ai dit, hein. Mais tu vois, il y a des fois comme ça, voilà, il se met à partir tout seul sur sa ligne, et puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'il est tout seul, donc il revient en arrière. Tu vois, il fait quelques dingueries comme ça de temps en temps. Bon, après, il perd pas le ballon, il est costaud, donc il fait un bon match, il fait quelques bons centres, et notamment il y a un centre en retrait qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est sûr qu'il apporte beaucoup plus que Bernat en ce moment. On ne peut pas occulter ça, et c'est bien qu'il revienne. C'est un joueur qui va énormément progresser en plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on voit peut-être 50% de son potentiel. C'est un gars qui peut aller tellement haut. Il a une telle, enfin, voilà, il a un bagage physique monstrueux. Il a une vitesse d'exécution incroyable. Ce gamin, s'il a la tête, ça a l'air d'être le cas en plus, s'il a la tête bien remplie, je pense que c'est un latéral qui peut monter très très haut vraiment. C'est vrai, Yacine, qu'effectivement, il est jeune, mais on retrouve chez Mendes peut-être ce côté insouciant, on en avait déjà parlé, une fraîcheur, une spontanéité qui a peut-être plus chez Bernat, parce qu'effectivement, avec l'âge et les blessures, c'est plutôt normal, hein. Mais à l'époque où Paris avait dû mettre 40 millions, je crois qu'ils ont mis sur Nuno Mendes, hein, Ouais, ouais, pas loin ouais, de ouais. 40 millions. Mm. On était un peu surpris, on s'est dit, bon, on espère que ça va pas être une douille, etc. Aujourd'hui, quand tu vois le marché et quand tu vois la qualité du joueur, tu te dis qu'on a plutôt fait une bonne affaire. C'est un jeune joueur. Paris, c'est pas un club qui vend, donc je pense qu'il va rester assez longtemps au club. Quel regard toi tu portes aujourd'hui sur le match qu'a fait Mendes hier, mais globalement depuis le début de saison, comment parlait Nico? Alors déjà, un message pour Nico de Juju22 qui dit Nuno, il a presque réussi à pallier le départ de Bakker. Presque. Apparemment. Presque, ouais. Le presque, il fait toute la différence, Ah hein. oui, bien sûr. D'ailleurs, Euh, j'en profite tout de suite. J'en parlerai plus de tout le live. Mais pour le Monaco Leverkusen, je suis en train d'organiser une petite surprise pour le fan club Baker. C'est ce que je peux vous dire. Il se peut qu'on ait une tribune à Louis II pour nous. ça va Ah, pas être, il y a peut-être un déplacement, Nico, alors. Déplacement officiel du fan club. Je pense ça va que pas être, on est obligé là. ça va pas être compliqué d'avoir une tribune à Louis II. Mais Tu peux prendre même tout le stade, hein. grave. Non, mais Mendes, en fait, le truc, c'est que il a les défauts de ses qualités. C'est qu'en fait, il a cette puissance, il a cette vitesse. Et c'est vrai que parfois, il en abuse. C'est-à-dire qu'il est moins dans la réflexion, il est beaucoup dans la percussion. Et de temps en temps, s'il gérait ces temps-là, entre une alternance entre réflexion et percussion, il serait encore plus imprévisible et encore plus fort. Mais c'est logique parce qu'en fait, il a 20 ans. Donc, il est en train d'apprendre aussi le haut niveau. Moi, je trouve que malgré tout, tu vois, on a eu beaucoup de joueurs au PSG. On en a beaucoup qui n'ont pas forcément progressé au PSG. Lui, je trouve qu'en un an et demi, il a quand même beaucoup progressé dans le placement défensif, dans sa qualité de centre, dans les combinaisons aussi. Euh, Maintenant, il faut qu'il arrive à gérer un match. Voilà, c'est pas le match, tu vois, son action face à la Juve, il la termine, il finit, et elle est magnifique parce que l'appel est bon, la finition est belle. Mais en fait, c'est une action qui peut faire 10, 15 fois dans le match. Et il n'y a pas toujours la même réussite parce que parfois, il va presque plus vite que tout ce qui se passe autour de lui. Donc, à la fin, tu ne peux rien faire. Donc, voilà. En fait, c'est une gestion tactique du match. Tu vois, c'est comme disait Nico, et je suis d'accord avec lui. C'est clair qu'en fait, si tu prends Mendes avec ses qualités, etc., et que tu lui donnes le QI foot de Bernat, bah, tu as un joueur exceptionnel. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut. Mais c'est logique, encore une fois. On a vu plein de joueurs à 20 ans être constamment dans la percussion, la percussion, la percussion. Voilà, tu vois, même s'il n'est pas latéral, je vais prendre l'exemple de Dembélé au Barça. Dembélé, il prend 20 ballons, il percute 20 fois. Tu vois, il n'y a jamais de gestion. C'est je percute, je percute, je percute, je percute, je percute. Voilà, à un moment donné, tu dois être dans cette alternance parce que c'est ce qui crée le doute chez ton adversaire. Mais en tout cas, il progresse vraiment. Aujourd'hui, par rapport au côté athlétique de Bernat, il n'y a rien à dire. Il s'est imposé, quoi, pour l'instant, en tout cas. Par contre, on va parler des choses qui fâchent, hein. C'est son penchant à droite, c'est Achraf Hakimi. Alors souvent, on nous dit, ouais, il faut ouvrir le dossier Achraf. Quand il est pas bon, on l'a toujours dit, et il a souvent été pas bon. Euh, Nico, je sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, hein, depuis qu'il a signé au PSG, alors il a fait quelques bons matchs, hein, on va pas dire que tout est raté et qu'il est devenu très mauvais d'un coup. Est-ce que c'est sa nouvelle amitié, l'amitié qu'il a eue soudaine avec Mbappé
Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il est plus à son service qu'au service du collectif. Toi, Yacine, t'en parleras, mais dans ton papier, tu le dis, tu lui en veux aussi, parce que parfois, il est peut-être en position de faire mieux, et notamment quand il déborde sur le côté. Et on a l'impression qu'il s'arrête, Nico, et il cherche tout de suite Mbappé, alors que parfois, tu pourrais, parce qu'il a lui aussi, il a un côté un peu percutant, Achraf Hakimi, et qui pourrait peut-être rentrer un peu plus dans la surface, tenter quelques frappes. Et alors que ce soit défensivement ou offensivement, on retrouve plus le niveau qu'il avait, que ce soit à Dortmund ou à l'Inter, Nico. Alors, Hakimi, il y a plusieurs choses, je crois. Déjà, la première, et c'est la limite des stats, tu l'as sous les yeux là, 3 centres réussis sur 5. Je pense que les 3 centres, en fait, c'est les centres qui doivent être comptabilisés quand il envoie le ballon au deuxième poteau de corner et que Mendes les sauve la touche. Donc, ça doit être ça, les 3 centres réussis, je pense. Parce que je peux t'affirmer qu'il n'y a aucun centre au point de pénalty. Il a envoyé que des missiles. C'était assez exceptionnel. On va dire que c'était à cause de la pelouse pour se rassurer, mais je ne suis pas convaincu à 100%. Après, Hakimi, il était mieux ces derniers matchs, franchement. Quand il y a eu le passage à la défense à 4, on a retrouvé un Hakimi bien servi, super rapide dans son côté. Alors après, le dernier geste, on l'a dit, c'était pas toujours le bon. Soit mauvais choix, soit mauvaise exécution. Mais en tout cas, il y avait quand même une activité intéressante. Et là, depuis 2-3 matchs, on a retrouvé le fantôme absolu. Je pense honnêtement que là, on a l'exemple parfait du joueur qui est en mode gestion Coupe du Monde. J'ai vraiment, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Voilà, il est vraiment passé en mode je veux pas me faire mal, je veux pas me blesser parce que j'ai une belle Coupe du Monde à disputer. Et là, c'est vrai qu'il est très très décevant. Après, le gros souci que tu as avec Hakimi, c'est que tu n'as pas de concurrent à droite, quoi. On en revient toujours à ce problème-là. Qui est aujourd'hui, c'est pas un concurrent qui il le sait, hein, de toute façon, Hakimi, que dans l'état actuel des choses, même s'il est mauvais, c'est lui qui débutera le 14 février contre le Bayern à droite. Donc, ce manque de concurrence, c'est un vrai problème à droite. Et on en a parlé dans un podcast il y a 2 ou 3 fois où on parlait de la priorité d'acheter peut-être un défenseur central pour le mercato. Je pense que si le PSG a l'occasion d'acheter un très bon latéral droit au mercato, ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Je pense que c'est un poste où Paris devrait se renforcer, aussi bien parce que tu as besoin d'alternatives à Hakimi, et puis ça pourrait un petit peu le booster. Mais là, ouais, là le match de Lorient, à part, enfin, j'attendais son remplacement, quoi. C'est pas possible, quoi. Il y a trop de déchets, puis dans l'attitude, quoi. Alors, souvent, il n'est pas servi, donc on dit que c'est dur pour lui, mais là, c'est tellement dans l'attitude que lui a, enfin, c'est juste pas possible, quoi. T'as pas envie de jouer, tu joues pas, quoi. Donc, ouais. Je pense le plus mauvais joueur du match avec Mbappé. Et toi, bah, les deux potes, comme ça, au moins, ils se quittent pas. Je sais pas si tu veux dire, parce que j'allais vous parler d'Mbappé et finir avec Danilo, mais sur Mbappé, si tu veux ajouter un mot, Nico, parce que j'allais vous poser la question, ces derniers matchs, c'est pareil, hein, c'est pas trop ça. Je sais pas si, comme tu le dis, comme pour Hakimi, c'est aussi la gestion de l'avant-Coupe du Monde et la peur de la blessure, quoique. Euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, quoi, alors, il peut être décisif, hein, mais dans le contenu du match, Nico, c'est toujours pas ça, quoi. Ouais. Alors déjà, je réponds à ceux qui me disent un latéral droit qui, bah, je suis bien d'accord avec vous. Je vous dis, c'est si vraiment il y a un miracle qui se produit au mercato et qu'il y a un bon latéral droit qui se présente, mais évidemment que c'est quasi mission impossible. Mbappé, ouais, Mbappé, il est. Écoute, à un match, il est irrésistible. Le match d'après, ça le fait chier de jouer. Le match d'après, il rate tout. Bon, là, je sais pas. Écoute, c'était des conditions difficiles. Il n'était pas dans un Ça grand aussi, ouais, jour. ouais. Tu On a vois. parlé de la pelouse tout à l'heure, Nico, tu fais bien Ouais, de ouais. rappeler. Il y a l'horaire aussi qui peut jouer, un dimanche à Ouais, 13 h, non, c'est inhabituel. avec l'horaire. L'horaire, c'est plus pour nous, c'est emmerdant, parce qu'à cette heure-là, en principe, on est en train de manger le poulet en famille. Donc, si tu veux, eux, ils s'en foutent, hein. Mais au moins, dans l'attitude, je trouve que, toi, il fait pas la gueule. Il essaie, enfin, toi, quand, je sais pas si tu as revu les images sur le but de Neymar, mais il réclame le ballon parce qu'il pense qu'il est mieux placé. Il réclame, il réclame, il réclame. Et puis, quand Neymar marque, toi, au moins, il fait pas la gueule, quoi. Il est content. Oui, ça c'est vrai. Bon, déjà, de ce côté-là, au moins, il y a ça pour lui, au moins. Après, c'est vrai que dans la prestation globale, il y a rien, quoi. Franchement, il y a rien. Sur ce match-là, je peux même pas te dire il a raté son match. J'ai l'impression qu'il n'a pas joué, quoi. Il fait une frappe enroulée qui arrive au milieu du but. Il y a 2-3 accélérations, mais même là, il est même pas. Enfin, je sais pas s'il est en gestion, si c'est la pelouse, mais c'est un très mauvais match. C'est un très mauvais match.
Merci Nico. Yacine, un mot, hein, pareil sur Kylian Mbappé, sur le match qu'il a fait hier. Comme le dit Nico, hein, parfois il enchaîne effectivement, il est parfois irrésistible, parfois on a l'impression que soit il n'a pas envie, soit voilà, il est dans un mauvais jour. Après, il est toujours co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Neymar, il me semble, Yass. Ouais. Mais sur son match hier, c'est plutôt décevant dans le contenu, Yacine. Alors, je réponds, on n'a pas la stat d'Mbappé, malheureusement. Et pour le reste, Mbappé, déjà, vous avez vu qu'il se tenait enfin, il avait une gêne aux adducteurs. Alors, est-ce que c'est avant, pas avant? J'en sais rien. Je vais commencer sur Hakimi. Moi, je pense qu'Hakimi, il y a un problème de. Ah, pardon, je t'avais pas lancé sur Hakimi, pardon, Ouais, mais excuse-moi. pas. Je vais pas faire long, mais Hakimi, je pense qu'il y a un problème sur le mental. Voilà. Moi, je pense qu'il y a son côté. Il y a le jeu qui ne va pas, mais moi, je pense qu'il y a un côté mental. Alors, Nico l'a dit, c'est vrai que les 2-3 derniers matchs à 4, il avait été plutôt intéressant dans la prise des espaces, etc., bien couvert par Fabien Ruiz. Mais je crois que ce n'est pas un joueur qui. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des limites à ce joueur par rapport au contexte. Parce que l'action où il doit frapper, il sert à Mbappé, on en avait parlé plein de fois. Et je ne vais pas mettre sur le dos d'Mbappé. Oui, Mbappé est rentré dans sa tête parce que, rappelez-vous, la fameuse vidéo donne des bons ballons. Euh, mais vous regardez, il y a plein de situations où il cherche Mbappé. Et moi, je veux bien qu'on m'explique. Ok, Mbappé, il rentre dans ta tête. Mais tu ne peux pas faire que des choix par rapport à Mbappé. À un moment donné, tu as quand même 24 ans. Tu es un joueur de football de haut niveau. Tu dois prendre tes responsabilités, Mbappé ou pas Mbappé. Donc, si tu ne les prends pas, c'est que tu n'as pas confiance, c'est que tu as peur. Donc, tu manques de caractère. Et moi, je trouve que j'avais analysé certaines choses sur son côté technique. Et moi, je pense que le côté technique, c'est un manque de caractère. Voilà. Quand il se retrouve en 1 contre 1 et qu'il ne veut pas déborder, c'est un manque de caractère parce que, encore une fois, ce n'est pas comme s'il allait à 2 à l'heure. C'est un joueur qui va vite. Donc, il est quand même capable de fixer un joueur, de pousser et d'accélérer. En fait, il manque de caractère. Voilà, il manque de personnalité. C'est un bon joueur quand tout va bien, quand tu as la confiance. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ses prestations. Et sur 1 an et demi, on n'a pas assez vu de bonnes prestations d'Hakimi par rapport au prix qu'il a coûté, mais en dehors de ça, par rapport à ce qu'on en attendait, par rapport à ce qu'on en avait vu. Et tu vois, on parlait de progression. Par rapport à Mendes dans la progression, moi, je ne vois pas de progression chez Hakimi, en tout cas pas flagrante au point de me dire ok, il y a quelque chose qui s'est passé, ça va arriver. Voilà. La gestion de la Coupe du Monde, là aussi, c'est une des raisons sûrement, mais ce serait une des raisons si ça faisait 1 mois que Hakimi n'était pas bon. Ça fait trop longtemps. Voilà, ça fait trop longtemps. Et quand on reprend son passage au PSG, enfin aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il y a le bon début de saison l'année dernière avec les buts. Après, il disparaît. Après, il y a 2-3 bons matchs. Après, il disparaît. Alors, on met ça un peu sur le dos de il n'est pas toujours trouvé. Et c'est une des raisons, mais ça ne peut pas être les seules On raisons. avait aussi, on avait aussi mis ça sur le dos du système Yacine sous Pochettino en disant qu'on ne l'exploitait pas dans une défense à 4, etc. Voilà. Donc, il y a plein de choses mélangées. En tout cas, moi, je pense que le principal, c'est qu'il faut qu'il se fasse violence dans son caractère. Voilà. Pour Mbappé, il n'a pas été bon hier. Alors, le terrain, ça explique une partie. J'ai ses stats si tu veux, Yas d'ailleurs. Ah, voilà. Enfin, j'ai pas tout, hein, mais Ouais. il doit toucher, je pense, une quarantaine de ballons. Je Il a sais pas le chiffre 53 ballons. exact. En fait, il y a la stat, il y a Nico. Ah Je bah te donne alors, l'info, bah voilà. Voilà. 53. Merci. Juste le temps de me hein. laisser m'humilier. Merci Donc les gars. voilà, Mbappé, le truc, c'est que je pense qu'hier, il est en gestion, ça c'est clair. Qu'il aurait bien aimé marquer, notamment sur le but de Neymar où il attend le ballon. Il y a eu un autre ballon aussi sur Hakimi. Il y a eu 2-3 ballons comme ça. Après, hier, moi, j'ai changé avec un joueur. Alors, je ne dirai pas son nom, comme ça va être clair. Un ancien pro. Et il m'a dit une phrase qui était hyper intéressante, je trouve, et qui résume bien Mbappé. C'est en fait, Mbappé, dès que ça ne marche pas individuellement, il a du mal à devenir un joueur d'équipe. Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand il est bon individuellement, qu'il arrive à faire des différences athlétiques, la vitesse et tout, il peut s'inscrire dans le collectif. Mais en fait, quand ça ne marche pas, il n'est pas capable de faire l'inverse et de se dire tiens, ça ne marche pas aujourd'hui, donc je vais m'inscrire dans le collectif et peut-être qu'au fur et à mesure du match, ça reviendra, mais en tout cas, je vais aider le collectif. Ben non. En fait, quand ça ne marche pas individuellement, il insiste sur le côté individuel encore plus que habituellement. Et ça, je trouve que c'est hyper vrai. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est voilà, je répète. Mais voilà, je trouve que son match d'hier, c'est ça. Et ça fait 2-3 matchs que, en termes de vitesse, on l'a vu contre Marseille. Il y a eu un
un autre match, je ne sais plus. Et là, hier, où en fait, athlétiquement, il est tombé sur des joueurs qui lui répondaient. Et c'est vrai qu'il a du mal à faire la bascule. Voilà. Donc son match hier, il n'est pas bon. Après, voilà, c'est pas dramatique. De toute façon, tu as le droit de passer au travers d'un match. Et puis j'espère pour lui, en tout cas, que sa blessure aux adducteurs, elle n'est pas trop méchante. Même si je ne pense pas, parce qu'il a quand même continué très longtemps dans le match. Voilà. Je ne sais pas, messieurs, s'il y a des. Je préfère juste précise, Mousse, parce que sur les commentaires, tout le monde commence à dire ouais, tu as parlé avec Tripi Makonda. Non, c'est pas Tripi Makonda. Alors, justement, par rapport au chat, je ne sais pas si, que ce soit sur Hakimi ou sur Mbappé, s'il y a des réactions, parce que moi, je ne peux plus les lire comme je suis sur mon téléphone. Je ne sais pas, Nico, si vous avez repéré des. Il y a des réactions. Alors, il y en a sur Hakimi qui nous disent il aime désormais trop les nuits parisiennes. Alors, chacun en fera ce qu'il veut. Alors ça, je pense savoir d'où ça vient. C'est souvent Daniel Riolo dans l'after qui répète ça. Alors, je ne sais pas s'il a des infos. Pourtant, c'est un homme marié, Achraf Hakimi. Donc ça, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment quelqu'un qui sort beaucoup, etc. Ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais Daniel Riolo le répète assez souvent dans l'after. Voilà. D'après certains, il y en a qui disent que Vaïd a déjà souligné ce manque de caractère chez Hakimi. Joga Bonito qui dit qu'il a du mal à dribbler, arrêter. Il y en a qui le défendent aussi un peu en disant ok, déborder et centrer, mais pour qui Alors, ouais, je pense en temps normal, c'est vrai qu'on a souvent vu des situations où il n'y avait personne dans la surface. Mais par exemple, contre Lorient, il y avait du monde dans la surface, notamment Il peut aussi déborder, rentrer dans la surface et tenter une aussi. frappe. C'est des choses qu'il sait faire aussi. Voilà. Hakimi, pas de concurrence. Ça, c'est Praoult qui dit Hakimi n'a pas de concurrence, donc il ne sort pas de sa zone de confort. Voilà, en gros. Et sur Mbappé, il y en a qui disent effectivement, ça fait. On ne l'a pas vu passant un contre un avec sa vitesse. Et il y en a un qui te répond un homme sur Hakimi, un homme marié qui sort. Non. Oui. Alors évidemment, c'est pas un argument parce que en général, les footballeurs sont soit mariés, soit en couple. Pas que les footballeurs d'ailleurs, mais ça ne les empêche pas de sortir. Mais là-dessus, honnêtement, il y a que Riolo qui le dit. Enfin, il n'y a que Daniel Riolo qui le dit. Je n'ai pas eu d'écho moi là-dessus. En général, moi aussi, j'ai quelques petites infos là-dessus, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je suis vraiment pas sûr. Après, tu sais, moi je connais des mecs mariés du podcast, ils sortent la veille du podcast, le lendemain ils sont au rendez-vous, quoi. Donc bon, Exactement, mauvaise exactement. excuse, quoi. Bon, de toute façon, c'est pas moi parce que moi, vous me verrez jamais. Je suis trop vieux. À 22h30, je suis quasiment en train de dormir. Donc, il ne Moi peut non plus. s'agir que de Yacine Moi finalement. non plus. Je sors plus. Je suis trop vieux, je sors plus. En tout cas, il y en a un qui sort pas, c'est Nicolas, parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite soirée, il y a un anniversaire comme celui de Clément, ou, voilà, il dit qu'il vient, et puis non, il veut jamais sortir de son petit Versailles, de son petit château, Nicolas. Donc voilà, il n'y a pas plus casanier que Nicolas Curabo. Et en Ah, même temps, c'est un mec qui se lève tôt. Donc, j'ai pas la vignette qu'il faut sur ma calèche, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas le droit de ouais, c'est circuler dans ça. Paris, moi. Le classe G, il rentre à Paris, hein, t'inquiète pas. Bon, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, je voulais dire un petit mot quand même sur le retour de Danilo. Ouais. Il fait toujours autant de bien, Danilo, Nicolas, que tu le mettes dans une défense à 4, dans une défense à 3, que tu le mettes devant la défense. C'est quelqu'un qui se bat toujours, qui a vraiment du caractère, qui parle beaucoup sur le terrain, qui n'hésite pas à parler à ses coéquipiers. Il met encore un but hier. Il défend très très bien aussi tout au long de la partie. Il y avait un sondage qu'avait mis notre ami Romain Bedouc sur Twitter en demandant s'il fallait changer la charnière centrale ou la défense, qui il fallait sortir entre Ramos, Kimpembe et Danilo, parce que Marquinhos est capitaine, il est pas sortable. Beaucoup ont répondu que Danilo devait être titulaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord déjà là-dessus. Est-ce que finalement, et même si je sais que tu aimes beaucoup Ramos pour son caractère, Nicolas, mais est-ce que, je l'avais déjà posé la question, mais est-ce que finalement Danilo, il ne devient pas indispensable dans cette charnière centrale ou dans cette défense, mon ami Nico? Dans la défense, je suis pas sûr, je sais pas. Il y a quand même d'autres clients à côté de lui. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il doit être titulaire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer dans toutes circonstances. C'est un vrai guerrier, c'est un mec qui remplit ses fonctions, surtout qu'il ne se prend pas pour un autre. Mais pourquoi tu dis qu'il ne doit pas être forcément titulaire et après tu cites justement toutes les qualités que certains qui sont titulaires peut-être n'ont pas? Parce que Danilo, malgré toutes ses qualités, manque de vitesse en défense centrale, ça peut être un problème. Manque d'expérience parce que c'est pas un poste où il a fait toute sa carrière. Voilà, Kimpembe et Ramos, je ne vais pas les enterrer comme ça, honnêtement. Honnêtement, il y a
il y a une vraie concurrence et il est rentré dedans. Et déjà, rien que le fait d'être rentré dans cette concurrence-là, je trouve que ça en dit long sur ses performances. Après, voilà, comme je te dis, moi, ce que j'aime avec ce genre de joueur, c'est que Yacine tout à l'heure parlait de Mbappé qui n'était pas capable de se transformer en joueur de collectif quand individuellement c'était plus compliqué. Danilo, c'est tout le contraire, quoi. C'est un mec qui ne vit que par le collectif et au travers de ça, il y a une discipline, il y a une rigueur, il y a une humilité. Moi, j'aime énormément ce joueur. On se marrait tous il y a un an quand quelqu'un avait lancé que peut-être qu'il faudrait un jour qu'il ait le brassard de capitaine, mais en fait, quand tu le vois sur le terrain, tu te dis, mais ouais, il pourrait être capitaine du PSG, ce mec-là. Il est irréprochable, il a un vrai caractère. Lui, quand il doit gueuler sur Messi, Neymar ou Mbappé, il le fait, il n'a pas peur d'eux. C'est pas un soumis comme peut l'être Hakimi, c'est pas un jeune joueur. Voilà, c'est ton gars sûr, en fait, quoi. Tu pars à la guerre avec un mec comme ça, tu sais qu'il va faire ce que tu lui demandes. Alors, ce sera jamais un Thiago Motta au milieu de terrain en termes de technique. En termes de vitesse, bah, voilà, il a aussi ses limites, mais je trouve qu'il a énormément progressé en défense. Il a vraiment changé. En plus, il joue souvent axe gauche, c'est pareil, c'est pas forcément évident pour lui. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'il marque ce but parce que c'est un bon gars. J'aime beaucoup ce joueur. Vraiment, voilà, je vous le dis, je l'aime beaucoup. Et, euh, et peut-être que dans un milieu à 3, moi j'aimerais le voir, on l'a pas vu encore dans un milieu à 3, en sentinelle pour le coup, avec Verratti, Vitinha devant lui. Moi je suis sûr que ça pourrait être une très bonne formule. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur Danilo. Puis en plus, il est costaud, et moi j'aime bien les mecs costauds, comme Yacine. Ah, peut-être un fantasme, tu nous en diras Non, un mais peu plus. costaud sur le terrain, attention. Quand je te dis c'est un costaud, c'est pas qu'il monte ses muscles dans Ah, la douche, attention. Hein. nous, Non, on n'est non, pas. Non, mais attends, Nico, moi, je quand je respecte te dis c'est un totalement costaud, tes c'est voilà, goûts. c'est un mec qui est puissant sur le terrain, c'est un mec qui voilà, il va te mettre des taquets qu'il faut, voilà, c'est un beau bébé quoi, il y va. Et moi j'aime bien ce genre de profil là quoi. Non, mais encore une Sur fois, le terrain, je le redis parce que ça y est, ça va partir dans tous les sens. Hein. c'est pas du tout une critique, hein. Moi, je respecte tout à fait Non, tes c'est pas une goûts. critique. Il n'y a Tu la aucun portes sur problème, tes conneries Nico. là. Ça y est là, ça Tu va nous y as, aller tu là. nous as bien parlé de soirées en latex, etc. C'est le prolongement de moi, pas de problème. En tout cas, maintenant, vous noterez dans le live que Nico aime les hommes costauds. Voilà, c'est comme ça. On respecte tes goûts, Nicolas, ne t'inquiète pas. Merci. Yacine, un mot rapide sur Danilo. Mais en fait, alors déjà, je lis deux, trois commentaires. Il y en a qui disent que Danilo, il est devant Ramos aujourd'hui. Danilo, c'est notre vigile. Tu vas à la guerre avec lui. Dans un monde normal, Danilo est titulaire. Ah, Voilà. mais Et il il a y une en a certaine cote, du coup, alors, Danilo, hein. Ouais, ouais. Je sais plus qui c'est parce que les commentaires, ça va trop vite. Mais il y a quelqu'un qui a dit à Nico que justement, on l'a déjà vu même surnager quand l'équipe va moins bien. Donc, voilà. Mais Yacine, est-ce qu'il y a des commentaires justement sur le coming out de Nicolas? Pas encore, mais ça devrait arriver. Ah si, il n'y a que ça. Nico, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je suis costaud. Merci à toi. Ah, si, il y a Lardon Merci Fit qui nous Kazi. dit les mecs de Versailles et leurs fantasmes. Ça doit être pas mal le vestiaire de Paris United. Ah, Mais, je sens que Nico va se créer un profil Tinder dans pas longtemps. Je Heureusement sens qu'on bien n'est pas en live et qu'on va pouvoir couper cette séquence. Hein. Allez, plus euh, sérieusement, non, mais Yacine sur Danilo. en fait, Danilo, j'ai envie de dire, voilà, il coche toutes les cases. Comme l'a dit Nico, quand il faut mettre une sauce à un joueur, il s'en fout qui est en face de lui, il met une sauce. Quand dans son placement, il compense son manque de vitesse. Il est bon dans l'agressivité, il est bon dans la lecture du jeu. Dans la relance, on l'a vu, hein, même en défense centrale, deux, trois fois, aller avancer avec le ballon, casser des lignes. Euh, Moi, je trouve qu'il est dans le comportement, il est irréprochable. Dans le jeu, il est devenu presque indispensable. Et aujourd'hui, moi qui suis pas fan des statuts, oui, si je choisis un défenseur aujourd'hui dans une défense à 4, hein, mais même à 3, aujourd'hui, bah, je suis désolé, mais le premier que je mets devant tout le monde, c'est Danilo. Voilà, c'est aujourd'hui le meilleur défenseur depuis le début de saison. Alors, c'est aujourd'hui, encore une fois. Hein. On verra en janvier ce qui va se passer, la Coupe du Monde. Peut-être certains qui vont sortir la tête de l'eau, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur du PSG. C'est le plus régulier. Si je mets un nom si je prépare moi l'équipe le 11, le premier nom que je mets en défense, c'est lui. Si je Eh tiens ben, pas très compte bien, des statuts, évidemment. très bien, Yacine. Bah, je crois qu'on
On a fait le tour pour cette rencontre FC Lorient-Paris Saint-Germain. Passons directement au tirage au sort. On va prendre un petit 10-15 minutes pour parler du tirage au sort qui a lieu aujourd'hui à midi. Et finalement, le Paris Saint-Germain a hérité du Bayern Munich. Alors, c'est un adversaire qu'on tire souvent, qu'on a déjà rencontré, alors que ce soit en poule, en phase de poule ou en tirage, Match un match d'élimination d'élimination directe. directe. Le PSG d'ailleurs avait éliminé le Bayern Munich lors de la saison 2020-2021. Alors, je sais plus si c'était en huitième ou en quart de finale, Yacine, tu me l'avais dit tout à En l'heure, mais quart. j'ai déjà En quart, zappé. en quart. En quart de finale, voilà, Mm. c'est ça. En huitième, c'était Euh, Barcelone. voilà. Et d'ailleurs, après le tirage, Muller avait été un peu présomptueux, Mm. avait fait une petite vidéo en disant au revoir. Il a refait une petite vidéo aujourd'hui, il était beaucoup plus humble et c'était une vidéo plutôt sympa. Non, mais moi, en plus, j'aime beaucoup Muller, donc Pardon, c'est- ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il a fait une petite vidéo, c'était plutôt sympa en disant que voilà, il n'y aurait pas de revoir, qu'il respectait beaucoup le PSG, que c'était deux grandes équipes et que ça serait un super match. Autre chose aussi, messieurs, c'est par rapport toujours au réseau, parce que c'est là qu'on voit un peu la vie des uns et des autres. J'ai trouvé beaucoup de pessimisme, moi, chez les supporters parisiens, qui condamnaient déjà, enfin, qui pensaient qu'on était déjà éliminé. Le match aura lieu en février, hein, je crois que c'était le 14 février d'ailleurs. Je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez, mais vous, personnellement, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du tirage? Parce que pour vous, finalement, c'est plutôt bien d'avoir le Bayern et ce sera un beau huitième de finale. Alors, effectivement, le match retour sera à Munich. Mais Nico, par exemple, je sais que toi, voilà, tu as tweeté, tu étais plutôt content d'avoir le Bayern. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, du moment qu'on ne tirait pas City, le reste, ça m'allait. Mais je te laisse la parole, Nico. Alors, ouais, tu l'as dit, je pense que ce qui était important, c'était d'éviter City, parce que c'est une équipe qui nous réussit vraiment pas. Ouais. Un style de jeu qui nous fait vraiment du mal, il nous prive de ballon. On a une équipe qui aime pas courir. Les matchs contre City, déjà, non seulement c'est chiant à voir la plupart du temps, moi ça m'emmerde vraiment, et en plus ils nous font du mal. Donc je pense que c'était vraiment l'adversaire à éviter. Après, on peut pas dire que c'est un bon tirage, objectivement. Quand tu tombes sur le Bayern Munich en huitième avec match retour chez eux, non, c'est pas un bon tirage. Il y avait des tirages qui étaient bien meilleurs. Après, là où effectivement c'est ce que je pense, c'est que tu regardes sur les réseaux, tu as 95% de chialeuses qui t'expliquent que c'est horrible, on est tombé sur le Bayern Incroyable. et c'est foutu. Alors moi, qu'on doit prendre le Bayern en huitième, en quart ou en demi, pour moi, c'est la même chose. Si on doit les jouer, ben, on va les jouer. Et si on est des postulants à la victoire finale, ben, il faut taper ce genre d'équipe aussi. Donc, c'est maintenant qu'on les rencontre. C'est dans un scénario qui, a priori, ne nous avantage pas parce que les matchs retour, bon, on sait que ce n'est pas forcément notre meilleur atout. Mais voilà, moi, je ne pars pas du tout pessimiste. Je n'ai pas eu le temps encore de chercher, mais je vous promets que je vais le faire. Tous les tweets des mecs il y a 2 ans, quand on est tombé sur le Bayern en quart, à base de ça y est, c'est fini, fin de la Ligue des Champions, c'était un beau parcours. Ah, bah c'est con, on est vraiment tombé, on n'a pas eu de chance, mais c'est pas grave, on reviendra l'an prochain. Tous ces mecs-là, 2 semaines après, ils étaient tout petits dans leur coin parce que le PSG a été gagné là-bas et s'est qualifié. Donc moi, je ne pars pas du tout pessimiste par rapport à la confrontation. Et comme je te l'ai dit, bah écoute, c'est le Bayern, c'est le Bayern. Hein. L'objectif, c'est pas de gagner un huitième, c'est d'aller au bout de la Ligue des Champions. Donc, si tu n'es pas capable de battre le Bayern en huitième, bah, tu ne seras pas capable de les battre en quart ou en demi. Donc, c'est qu'on ne gagnera pas la Ligue. Et puis, alors, moi, je suis pas. Si c'est pour se taper Bruges en huitième, Porto en quart, se dire on est en demi, c'est super, et puis prendre une grosse valise contre City parce que tu n'as pas le niveau, pour moi, ça ne change rien à la saison. La saison, si tu ne vas pas en finale de Ligue des Champions pour la gagner, bah, c'est que tu n'as pas le niveau. Et donc, tu ne diras pas que tu as réussi à assez. Enfin, tu vois, il faut un petit Ouais, peu bien sûr. tout contextualiser. Donc voilà, c'est pas un bon tirage, mais alors moi franchement, ça va pas m'empêcher de dormir. Je suis très content de retrouver le Bayern. Je suis juste un peu déçu parce que j'aurais vraiment préféré le Real parce que on a des comptes à régler avec eux. Bon bah ce sera le Bayern et si les gens pensent vraiment que le PSG n'est pas capable d'éliminer le Bayern, bah faut qu'ils arrêtent de supporter le PSG parce que évidemment que le PSG est capable d'éliminer le Bayern tous les jours. Sur le Real, je suis assez d'accord avec toi, Nico. Et puis le fait qu'il ait gagné encore la saison dernière, et puis encore une fois, dans le jeu, c'est pas non plus très spectaculaire, le Real. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec le Real. Bon, je crois que c'est Liverpool hein, qui a tiré Ouais, le Real, hein, c'est ouais. ça. Sur ce qu'on disait, Yacine, sur le tirage, alors comme l'a dit Nico, évidemment, c'est pas le tirage idéal, mais c'est pas non plus insurmontable. Je l'ai dit, hein, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il y a eu pas mal de confrontations. Je crois qu'il y a 6 victoires pour Paris, 5 pour le Bayern Munich. Il y a eu effectivement ce super match en 94 avec le magnifique but. C'est 94, hein, c'est ça, Yacine, si je ne me trompe pas. Ouais, Et Georges Weah. ouais. Alors juste, Exactement. juste une précision, Mousse.
les Ouais. gens ils vont en parler, c'est que les gens ils disent tous ah ben Benfica, vous voyez, si on avait fini premier de poule, on aurait pris Bruges, parce que Benfica tombe sur Bruges. Alors non, je vous le dis tout de suite, parce que si le PSG avait été premier de poule, ça veut dire que Benfica deuxième ne pouvait pas affronter, était pas, il y avait il y avait un changement, un switch avec Porto. Donc de toute façon, le tirage aurait été complètement différent. Donc le côté de dire ça aurait été Bruges, non, le tirage aurait été différent. Ça aurait peut-être été Bruges, effectivement, mais tout le classement, tout le tirage aurait été modifié de toute façon par C'est le. pas obligatoire, ouais. C'était pas de facto Et Bruges-Bayern. Je en vois ce que tu changeant veux les dire. poules comme ça, ça changeait tout en fait. Ça changeait tout et du coup, ça aurait pas été juste un switch de deux équipes. C'était un peu plus complexe que ça quand même. Donc, on ne sait pas ce qui serait advenu si le PSG avait été premier. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas tombé sur le Bayern, ça c'est sûr. Tu as bien fait de le préciser. Je disais, Yacine, hein, dans l'histoire des confrontations entre le PSG et le Bayern Munich, il y a eu plus de victoires du côté parisien. On se souvient, nous, c'est notre génération, hein, le magnifique but de Georges Weah face au Bayern de Munich. On a eu aussi en phase de poule, sous Emery, une victoire 3-0 au Parc. Alors, c'est un peu différent parce que le Bayern avait vraiment dominé et Paris, ce jour-là, avait plutôt joué en contre et avait mis 3 buts en contre et avait fini le match retour sur une défaite 3 buts à 1. Et puis, il y a eu le quart de finale dont on vient de parler, 3 buts à 2 à Munich. Mais à l'époque, il y avait encore le but à l'extérieur. C'est ce qui avait permis à Paris de passer ce tour. Et une défaite 1-0 au Parc des Princes. Et c'était, tu me l'as rappelé tout à l'heure, je ne me souvenais plus, c'était un but de Choupo-Moting, Yass. Mm. Et n'oublions pas aussi le 2-1 au Parc, justement, en 94, au match aller, avec Ouais, le très beau but de Daniel Bravo. Parce qu'on parle beaucoup du but de Weah, mais il y avait un c'est très vrai beau ça. but de Bravo. Ouais. En fait, il y a plein de choses. Alors, d'abord sur le tirage, rapidement. Parce que je vois aussi passer des tweets sur les 10 dernières équipes que le PSG a affrontées, etc. Mais en fait, juste à un moment donné, il va falloir se rendre compte que le PSG est en Ligue 1, un club français. C'est-à-dire que quand le PSG se retrouve en huitième de finale, d'ailleurs, qui finissent premier ou deuxième, avec le nombre d'Anglais, d'Allemands qui se qualifient généralement, les Italiens ou les Espagnols, plus là, les Portugais, par exemple, qui te mettent deux clubs et qui ont été à deux doigts d'en mettre trois, en fait, le truc, c'est que le PSG, ils ont pratiquement aucune autre chance que de tirer un gros. Ou alors, il faut qu'il soit tiré en premier. Une fois que le premier tirage il est fait, tu sais déjà pratiquement que la finalité, ça va être le gros. Ça, c'est Même mathématique. si, Yacine, même si là, dans les probabilités, Yacine, il y avait peut-être plus de chances qu'on tombe sur un club anglais, hein. Non, le numéro 1, c'était le Bayern, 19%. Ah bah oui, c'est vrai, parce que les Donc, Anglais entre eux, oui, c'est vrai, tu as raison, voilà. tu as raison. Donc, en fait, le truc, c'est que le PSG est pratiquement destiné à tirer un gros, sauf le coup de chance énorme d'être tiré en premier, parce qu'il n'y a pas d'autres clubs français. Donc, ils peuvent éviter personne à part le deuxième de leur poule. Alors que les autres, Ah c'est bah, vite entre. Marseille n'est pas qualifié, Yacine? Ben, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Ah J'arrive d'accord, pas à ok. Mais voir. tu sais que plus personne les respecte, hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Ouais, Winamax. c'est grave. Il dit, pendant que le PSG sera à Munich pour affronter le Bayern en huitième de finale, les Marseillais seront à Marrakech pour affronter le reste du monde. Je crois que c'est un petit lien avec Voilà. les émissions de Ouais. télé-réalité. Ouais. Et d'ailleurs, je termine sur le tirage. Ce serait bien quand même que l'UEFA, même s'il va y avoir une réforme de la Ligue des Champions, donc ça va être mort, mais en huitième, par exemple, disent que deux clubs d'un même pays peuvent s'affronter. Ouais. Que deux clubs d'une même poule, ok, mais une fois que tu as fait ça, le premier de la poule A, il peut affronter les deuxièmes de toutes les autres poules. Arrêtez de nous dire les clubs allemands pas entre eux, les clubs espagnols pas entre eux, les clubs. Ça va, quoi. Donc bon, Par contre, c'est le cas, Yacine, à partir des quarts, hein, c'est ça? après, c'est tirage intégral de toute façon. Ouais. Les quarts, c'est tirage intégral. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a ni à avoir peur, ni à pas avoir peur. Et moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, quand je vois les réactions des gens, c'est que j'ai l'impression qu'il faut être dans un camp. Quand tu dis un truc, c'est que tu es un peu heureux, vas-y, arrêtez d'avoir peur de tout le monde. Et puis, alors, il faut être à l'excès inverse. Nous, on va les taper, on va leur marcher dessus. Mais moi, je ne suis pas devin, parce que si je savais, je miserais ma maison sur une victoire, et comme ça, je serais tranquille. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas à avoir peur, ni pas avoir peur. Il y a le Bayern qui a des forces et des faiblesses. Faut analyser les deux, qui seront sûrement différentes en janvier-février à cause de la Coupe du Monde pour les deux équipes. Donc, à partir de là, il n'y a pas à se dire, moi, je suis du côté des mecs, je suis un supporter du PSG, je n'ai pas à avoir peur. Mais moi aussi, je n'ai pas peur d'affronter Novak Djokovic au tennis. Je sais que je vais me faire roaster, mais je n'ai pas peur. Donc, arrêtez de cette histoire de vouloir combattre absolument. Moi, je suis du côté des optimistes. Moi, je suis du côté des pessimistes. Il n'y a rien du tout. Il y a juste à voir que le Bayern, je pense qu'effectivement, par rapport au jeu déployé, c'est peut-être celui qui, dans les gros, a le jeu qui peut le mieux correspondre au PSG. Parce que le Bayern, il y a toujours, dans la Bundesliga, c'est comme ça, il y a toujours des ouvertures, il y a toujours des espaces.
C'est pas un football qui est fermé. Il y a des lacunes dans le pressing, il y a des lacunes individuelles. Voilà. Après, ça peut aussi se mettre en mode machine. Il y a pareil, les gens qui te disent aujourd'hui, rappelez-vous le 3-2, la chance qu'on a, on subit 31 tirs. Effectivement, c'est vrai. Sauf que déjà, tu as le droit d'avoir un gardien. Et ensuite, rappelez-vous aussi au match retour que le Bayern gagne 1-0, mais si Neymar est un peu efficace, le Bayern, il perd 4-1. Donc, il ne faut pas toujours réécrire l'histoire dans le sens que vous avez envie. Et puis, Yacine, ouais. Yacine, sur la victoire 3-2, il y avait aussi une vraie solidarité des Parisiens qui avaient tout mis sur le terrain aussi. Il y avait En aussi plus, ce caractère que les Parisiens parfois ne mettent pas, mais qui ont mis ce jour-là et qui a permis aussi enfin, ça a permis enfin, de défendre pour pas que le Bayern revienne à égalité, voire remporte le match 4-3. non, Il y mais a eu beaucoup voilà. d'occasions, certes, mais le PSG a été très solidaire. Je reviens vers toi, Yacine, juste sur le jeu du Bayern, Nico. Donc là, ils ont un nouvel entraîneur, hein, c'est Nagelsmann. Comme l'a dit Un an et Yacine, demi. hein, c'est une équipe qui. Pardon? Ça fait 1 an et demi quand même. Oui, non, mais quand je dis ça, je dis pas de cette saison, évidemment, évidemment. Mais tu vois, Nagelsmann, il a été critiqué même la saison dernière par les médias allemands, pardon. Il y a eu, même en début de saison, je crois, il me semble que le Bayern, pareil, hein, ils n'ont pas non plus roulé sur la Bundesliga. Tu me dis si je me trompe, hein, j'ai suivi de loin les résultats. Mais comme l'a dit Yacine, Nico, c'est aussi une équipe qui peut prendre des buts. On parlait de Pavard, on va revenir là-dessus parce on rigolait avec Yacine tout à l'heure en se disant on a critiqué Pavard, c'est lui qui va nous la mettre. Mais pour parler de Pavard, par exemple, lui, il aura Mbappé sur son côté. Il y a aussi, côté parisien, des arguments pour faire mal à cette équipe bavaroise, Nico. Ouais, alors je vais être franc, moi le Bayern, je connais pas, parce que je m'en fous du foot allemand. Claire. Non, mais je vais pas te mentir, moi je regarde pas le foot allemand, je regarde pas le foot anglais, je regarde pas le foot espagnol, moi je regarde les matchs du PSG, c'est tout, donc je connais rien du Bayern. Ce que je sais, Après, c'est tu que connais les joueurs, Nico. Tu connais oui, la ouais, je connais qualité. les joueurs, évidemment, non, je te rassure. Non, mais Quand après, tu vois regarde, Goretzka au milieu avec Kimmich, ouais, ouais, Pjanic bah, de côté, tout ça. ouais, ouais, je connais Oliver Kahn, Matthäus, tout ça, ouais, je connais. De toute façon, je connais. Il faut, lui. Mais tu vois, regarde, cette équipe-là, à Lisbonne, au Final 8, ils ont mis une branlée à tout le monde. Le PSG, on les a plus qu'emmerdés, on a failli ouvrir le score, et à l'arrivée, c'est une courte défaite. Quand on les a joués, effectivement, sur le quart, il y a 1 an et demi, effectivement, le match aller, on a pris l'eau. Sauf qu'on gagne le match 3-2. Le match retour, tu le dis, Yacine. Le PSG était tellement au-dessus. La première mi-temps, enfin, je sais même plus. Je ne me rappelle même pas comment c'est possible dans un match de se retrouver mené 1-0 avec des occasions pareilles. Donc, le PSG a toujours fait chier le Bayern. Historiquement, ça a toujours été comme ça. L'année, comme tu dis, de Wea, quand on va gagner chez eux. Enfin, c'est un club qui nous réussit plutôt bien. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Et comme tu dis, Yacine, moi, je ne suis pas dans le camp des super optimistes en disant c'est cool de tomber sur le Bayern, je suis content, on va les étrier, on va leur rappeler qu'à gagné la guerre, tout ça. Non, non, je ne suis pas là-dedans du tout. Je dis juste que cette équipe-là, tu n'as pas à en avoir peur du tout. Et le côté, moi, ce qui m'énerve, c'est de dire oh là, c'est horrible comme tirage, putain, c'est le Bayern, fait chier de les tomber en huitième. Moi, je te dis, je m'en fous qu'on les prenne en huitième, en quart, en demi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça me fait, mais alors, rien. Il faut les jouer, on doit les jouer, bah allez, on les joue maintenant, ce sera fait. Et puis après, sur le jeu du Bayern, parce que bon, oui, je les connais quand même un petit peu, c'est une équipe qui derrière a comme tout le temps, des grosses largesses. Si tu arrives à bien défendre, à pas les laisser se mettre en mode rouleau compresseur, bah écoute, c'est une équipe qui a des failles. Alors là, ouais, ils viennent de se manger, ils viennent de se faire leurs 6 victoires en Ligue des Champions. Bon, ils ont été gagnés contre le Barça, je ne suis pas sûr que ce soit l'exploit européen de la décennie. L'Inter du moment, c'est pareil, c'est pas non plus l'équipe la plus méchante du continent, donc on va aussi relativiser la performance du Bayern. Ce qu'il y a, c'est que c'est une équipe qui est très froide, ça c'est sûr. Eux, quand ils doivent marquer 4 buts, ils les mettent. Il n'y a pas de gestion à 3-0. Ça, ils ont un côté que j'envie énormément ça dans cette équipe-là. Quand ils doivent mettre une rouste, ils mettent une rouste, et ça, j'apprécie beaucoup. Mais tu n'as aucune raison de craindre cette équipe. Dans le jeu, évidemment que tu peux les inquiéter. Qui a envie d'affronter une équipe avec Messi, Mbappé, Neymar? C'est imprévisible aussi comme trio. Donc, non, tu n'as pas à avoir peur, il n'y a aucun complexe. C'est évidemment un plus grand club que le PSG, historiquement parlant. Mais franchement, c'est du 50-50 sur le terrain. Bah, Yacine, pareil, hein, pour conclure, je te laisse la parole, le dernier mot sur le style de jeu du Bayern, sur les dangers que devraient subir les défenses parisiennes, avec notamment Mané, Coman, Gnabry.
En ce moment, il y a Choupo-Moting qui est titulaire et qui marque plutôt pas mal de buts. Il y a aussi le syndrome de l'ancien Parisien. Ça avait été déjà le cas, tu me l'as rappelé la dernière fois, sur le match retour, la victoire 1-0 au Parc. Et puis, il y a aussi, comme je le disais, Yas, il y a aussi les atouts, comme vient de le dire Nico, hein, les atouts parisiens, que ce soit Neymar, Messi, Mbappé. Évidemment, Marco Verratti qui aura un grand rôle, qui est très important face à ce genre d'équipe, Yacine. Donc, comme le dit Nico, c'est du 50-50. On a des atouts à faire valoir et eux aussi. Mais bien sûr, mais en fait, il y a un truc qui est, par rapport à tout ça, là, il y a un truc qui est intéressant, c'est, tu sais, comment on voit les choses à chaque fois du côté de la France. Tu vois, c'est l'impression, en fait, on te vend les forces du Bayern comme s'ils n'avaient pas de faiblesse. Tu vois, c'est toujours le Bayern, c'est une machine, le Bayern, c'est une institution, le Bayern, c'est une machine à marquer, le Bayern, machin. Comme si ils perdaient pas de match, comme s'ils étaient invincibles, comme si ils n'avaient pas de défauts, etc. Donc déjà, ça, c'est un premier problème parce que, voilà. La deuxième chose, c'est que le Bayern, même en Bundesliga cette année, euh, ils ont fait des matchs nuls, voilà, ils ne sont pas invaincus, voilà, il y a des failles. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de choses, mais combien de fois par le passé, et notamment ces dernières années, on va prendre juste les deux exemples, le Real et Manchester United. Combien de fois au moment du tirage, on se disait, c'est bon, ils sont dans le dur, c'est un Real en chute, c'est un Manchester à la rue, et puis finalement, au mois de février, tu te retrouves à te faire sortir et à même pas. Enfin voilà. Donc, aujourd'hui, on va dire des choses qui seront peut-être fausses dans 2 mois parce qu'en plus, il y a la Coupe du Monde et il peut se passer plein de choses. Moi, je pense surtout qu'il y a un élément qui sera déterminant, quoi qu'il arrive, c'est que ce PSG peut battre tout le monde. Et je le redis, et pas en termes arrogants, on peut battre tout le monde dans la meilleure équipe du monde, parce que je ne suis pas Campos à dire ça. Tu vois, par exemple, ça, c'est ce genre de déclaration de Campos. Ah, mais Yacine, ce sont surtout des faits. Yacine, c'est des faits. On le voit dans les campagnes Ah, mais, des champions. Ils ont battu City, ils ont battu Barcelone, ils ont battu Madrid, ils ont battu le Bayern, ils ont battu quasiment tout le monde, hein. non, non, mais bien sûr. Mais justement, tu vois, Campos dit on va prouver qu'on est la meilleure équipe du monde. Tu vois, ça, ce genre de déclaration, je trouve ça inutile, même du Le directeur. syndrome Nasser, Yass. Ouais, non, mais je sais bien, mais c'est le problème. Mais tu vois, le truc, c'est que oui, ce PSG peut battre tout le monde. En fait, le PSG, il y a une clé. Elle est mentale, et cette clé mentale, elle dépend de la gestion, même pas des temps faibles, de la gestion des événements contraires. Voilà. Le PSG explose quand il y a un événement contraire. Et même pas quand, encore une fois, hein, contre le Bayern, il y a des temps faibles, puisque tu es dominé et que tu subis 30 tirs. Mais il n'y a pas d'événement contraire, puisque en fait, tu es toujours devant au score et que ton gardien fait les arrêts qu'il faut. Le problème du PSG, c'est le moment où il y a l'événement contraire et que là, tout explose. Voilà. En fait, cette gestion-là, elle sera de toute façon la clé. Parce que même en dehors de tout ce qui se passera à la Coupe du Monde, ça, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 5-6 ans. Dès qu'il se passe quelque chose à l'envers, un arbitrage, un but qui vient d'ailleurs, etc., bah, d'un coup, tout déraille. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a ni à être optimiste ni pessimiste, il y a à attendre déjà la Coupe du Monde, voir qui va revenir de la Coupe du Monde dans un état potable. Mais chez nous, comme au Bayern, puisque je rappelle que le Bayern, il y a quand même des internationaux français, des internationaux allemands, etc. Euh, et puis, on verra à ce moment-là ce qui se passera. La seule chose dont on est sûr, en tout cas, c'est que le Bayern, ils ont un style de jeu et que ce n'est pas le genre d'équipe à, euh, à changer sa façon de jouer parce que c'est aussi ce qui fait la force du Bayern depuis son histoire. C'est que le Bayern sait que c'est un grand club. D'ailleurs, Oliver Kahn a dit le PSG, c'est un bon tirage. Tu vois, Müller, il a appris de la dernière fois, et Oliver Kahn, il n'a pas appris. Donc, tu vois, on entend des conneries des deux côtés. Mais voilà, le Bayern, ils sont sûrs de leur force, ils ont un style de jeu. Ils ont un style de jeu aussi parce que ils ont des supporters qui veulent ce style de jeu. C'est-à-dire que le Bayern, il ne joue pas juste pour dire on gagne des titres. C'est qu'au Bayern, rappelez-vous, pareil avec Trapattoni, etc. Dans son histoire, le Bayern a déjà été champion en ayant un football plus restrictif. Et ça n'a jamais duré parce que le Bayern, c'est une équipe qui a besoin de marcher sur les autres, de marquer des buts. Même Guardiola, tu vois, au début, quand il a eu son style de jeu, la première année, il a été mal accepté par les supporters du Bayern. Parce que le Bayern, il y a vraiment cette histoire du jeu qui est importante, et notamment de marquer des buts. Donc, contre le PSG ou pas le PSG, le Bayern, il y aura des occasions parce que c'est une équipe qui jouera toujours au foot pour aller marquer des buts. Donc voilà, maintenant, on verra bien ce qui se passera. Encore une fois, je répète, moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. Voilà, c'est un gros club. Après, le PSG est capable aussi, par exemple, de tirer Bruges et de te faire un vieux match nul contre Bruges parce qu'en se disant, bon, bah, c'est Bruges,
on va aller en quart de finale. Donc, tu vois, en même temps, on a tellement été habitués à tout et n'importe quoi. Donc, De toute façon, Yass, je pense que début janvier ou peut-être mi-janvier, on verra, on fera sans doute une minute coach pour détailler comment joue cette équipe de Munich, et on verra déjà l'après-Coupe du Monde pour voir s'ils ont récupéré tous leurs joueurs en bonne santé, en bonne forme. On verra aussi comment jouera le Bayern à ce moment-là. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais encore une fois m'excuser hein, pour le début du live. Je te laisserai la parole après, ouais. Yacine. Je voulais juste m'excuser après pardon, pour le début du live. Connexion un peu foireuse. Bon, j'ai eu de la chance sur le téléphone, ça passait un peu mieux. Ça demande peut-être un peu moins de Wi-Fi. Oui, Yacine, tu voulais ajouter quelque chose encore? Ouais, je voulais faire juste 2 petites précisions rapides par rapport aux commentaires qu'on a eu sur YouTube. Déjà, merci à tout le monde qui nous suit en replay maintenant, parce qu'on est aussi en live. Sur 2 choses. La première, la semaine dernière, quand j'ai dit Solaire, il avait joué 10 derrière un attaquant et pas 2. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi cette précision. Parce qu'en fait, juste vite fait, tactiquement, quand tu es 10 derrière un seul attaquant, tu as plus de liberté de mouvement que derrière 2. C'est une question de positionnement. Donc, logiquement, tu as moins de repères. Enfin, dans un système que tu as plus joué, Solaire, il a plus de repères derrière un attaquant. C'est ça que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'était par rapport au 4e maillot du PSG qu'on a vu. J'ai écrit sur Twitter pas mal le maillot extérieur de Dortmund. Voilà. Et il y a des gens qui m'ont dit ouais, t'es jamais content et tout. Donc c'était juste une boutade parce que j'ai déjà Et expliqué. Yacine, tu Non, vas non, pas à non, chaque non, fois juste. me justifier Non, 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 en non, non, 100 non, points Twitter justement, ou non, quoi. non, C'est non. rien, ça. Non, mais ça, c'est rien, je sais, mais juste, j'explique justement par rapport à ça, au maillot. Mais t'as même pas expliqué, Non, Yacine. mais C'est 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 juste. des Non, imbéciles. Tu peux laisse-moi, plus c'est rien pas dire ça. maintenant, toi. Ça Non, sert c'est à pas rien. ça, juste vite fait. Vite fait. Sur un truc, juste, je voulais le dire parce qu'on avait fait des papiers. On redit, enfin, moi, je le redis en tout cas pour ma part. Le 4e maillot, il peut être violet, jaune, rose, bleu marine. J'en ai rien à foutre. En fait, le 4e maillot, pour moi, ils ont raison de s'amuser avec parce que quand tu veux faire du business, moi, je considère que les 2 premiers maillots, c'est l'histoire du club, entre guillemets. Après, ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà, c'était juste une boutade. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Yacine, franchement, tu ne devrais même pas perdre ton C'est temps pas avec grave. ça. Il y a quand même des choses plus importantes, notamment parce que on va libérer Nicolas aussi parce qu'il reçoit beaucoup de messages depuis 15 minutes. Il doit recevoir pas mal de messages depuis son coming out. Alors, on va le laisser répondre à tous ses admirateurs, tous ces mecs costauds qui ont envie de rencontrer le mignon Versaillais. Parce que je vois depuis tout à l'heure, il est là, il regarde sa montre. Ah, Nico, on va te laisser, tranquille. D'ailleurs, le coach de Versailles est mis à pied depuis aujourd'hui. Ouais, mais je ne dirai rien là-dessus. J'ai sensible, les amis. Et Yacine, tu peux garde ton CV, on veut pas de toi à Versailles. Hein. T'as pas le mental. Ouais, je l'ai T'as pas pas le envoyé. mental pour être Versaillais. Tu pourrais pas supporter les critiques. Il a raison, Nico. Mais vraiment, Yacine, hein, franchement, Mais c'est non, mais souvent ça. que tu le Non, fais en mais. fin de podcast, tu te justifies sur des trucs et Non, tout. Mais non, non. honnêtement, Yacine, vraiment, non, mais là, c'est ton ami qui te le dit. Tu veux continuer à le faire, tu le fais, c'est ta chance. Mais vraiment, tu prends les choses trop à cœur sur les Non. réseaux. Prends exemple sur notre ami Nicolas, qui en a strictement rien à foutre, alors que lui, Nicolas, franchement, c'est bien pire, Nicolas, parce que souvent, c'est des insultes sur les mamans, etc. Et quand je vois la mère dont il répond et comment ça glisse sur lui comme l'eau sur les plumes du canard, eh ben, tu devrais prendre exemple, mon ami, te détacher un peu des réseaux parce que tu te justifies trop face à quelques connards qui Non. n'ont que ça à foutre, venir commenter, à dire ceci, cela. Te prends pas la tête, la vie est belle, Non, mon je me pote. prends pas la Tu fais tête, des t'inquiète. réseaux. Déjà, je l'ai pas mal pris. Et Non, juste. non, c'est pas une question que tu l'as mal pris, mais devoir se justifier Non. même pour ça, Mais moi, je trouve que tu te prends trop la tête. Yacine, il est marrant. Moi, il me fait rire sur Twitter parce que quand il met un petit troll et tout, derrière, il efface son message parce qu'il en a marre. Et Moi, j'en ai mis qu'un. Je du vais coup, moi, effacer là. j'ai repris l'autre jour. Parce que ce week-end, j'arrive sur Twitter, qu'est-ce que je vois? Yacine qui met un message. J'ai critiqué Mbappé, j'en ai eu marre des insultes, j'ai viré mon tweet. Bon, bah, du coup, moi, Mais oui, c'est ça le pire. Mais j'ai oui. fait le même tweet, du coup, tout de suite. Et c'est vrai que la pêche a été bonne, hein, je confirme. En fait, Yacine, tu devrais faire comme Nicolas. C'est-à-dire que quand les mecs viennent t'emmerder, il faut prendre ça au second, au troisième, au quatrième degré. Moi, je ne tweete jamais. Parce que j'ai pas que ça à foutre. Et puis, je n'ai rien à foutre de Twitter. Vraiment, j'y suis parce que pour le compte Paris United, j'ai pas trop le choix, tu vois. Mais voilà, ça me fait marrer. Quand Nicolas il tweet, moi, il me fait marrer, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il C'est est ce que je vais faire, complètement Mousse. détaché. Mousse, Ouais. vu que j'ai 2-3 comptes que personne ne connaît sur Twitter, je vais commencer à les titiller Yacine avec un de mes comptes de manière anonyme. On va voir s'il progresse. Ça serait une belle Non, expérience, ça. moi, c'est les insultes.
c'est les insultes. C'est pour ça que je l'ai enlevé, parce qu'il y avait trop d'insultes. Mais tu bloques, tu t'emmerdes pas. Et juste, je réponds à un commentaire parce qu'on m'a dit pourquoi j'ai mis que 2 maillots derrière moi aujourd'hui. En fait, le troisième, il est caché. Voilà, donc vous voyez, il y avait bien 3 maillots, mais je suis un peu gros en ce moment, donc on ne voyait pas le troisième. C'est le maillot Louis Vuitton? Ouais. Putain, monsieur a le maillot Louis Vuitton. Ah ouais, il y a Il a les moyens, quelques petits collectants. Il a les moyens. Je voulais encore remercier tous ceux qui étaient sur le live. Je suis vraiment désolé. D'habitude, c'est moi je suis l'animateur, donc c'est à moi de relayer les commentaires. Malheureusement, sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Le prochain live, normalement, je vais essayer de tout faire pour être bien équipé et pouvoir relayer. Évidemment, même sur le tirage au sort, on n'a pas pu prendre tous vos commentaires, etc. Mais je sais que Yacine et Nico les ont lus. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, la chaîne Paris United. Il faut qu'on ait un peu plus d'abonnements, etc. Il faut que cette chaîne, elle grimpe pour pouvoir vous proposer un peu plus de contenu. On va essayer de se retrouver, je pense, cette semaine, hein, peut-être pour l'avant-match d'Auxerre, peut-être juste après la conférence de presse, Yacine, ce serait sympa de faire un débrief de la conférence de presse. Mais je voulais encore remercier Nicolas et Yacine de m'avoir accompagné ce soir. Ça fait plus de, quasiment presque 2 heures qu'on est ensemble. Malgré les problèmes de connexion, etc. Ils sont toujours là, toujours fidèles au poste. Donc merci à eux, merci à vous d'être toujours autant fidèles. Et puis on va se retrouver, comme je l'ai dit, sans doute après la conférence de presse de Galtier pour le dernier match du Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche à 13h face à Auxerre. Un dernier mot, Nico, un petit appel, quelque chose? Non, ça va, tout va bien? Alors, pour ceux qui me donnent rendez-vous au Pacha, pour les Versailles qui connaissent, non, je ne serai pas au Pacha ce soir, je vous le dis tout de suite. Et puis, je vais aller prendre une douche en pensant à des gars costauds. Du coup, voilà, ça va me suivre longtemps, vos conneries. Je vous dis pas merci. Hein. Non, par contre, il sera peut-être aux fucking Blue Boys. Ouais, Tu te rappelles de ouais, ça? au Macumba. Non, mais la liste est longue. Ouais, merci, les gars. Franchement, super. Et bien, c'est sur cette note et sur cette bonne humeur de Nicolas qu'on va se quitter. Merci encore, merci à tous et à bientôt. Ciao. Alors, Ciao.